Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Alors à 16h03, je peux vous dire, je suis inquiet. Je suis inquiet, il est 16h03. Alors, vous allez tout de suite comprendre, chers auditeurs d'Europe 1, pourquoi je suis inquiet aujourd'hui. Il y a Géraldine Maillet. Bonjour Géraldine. Bonjour Cyril. Il y a Olivier d'Artigol. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour Cyril. Il y a Fabien Lecoeur. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Exactement. Mais il n'y a pas Gauthier Lebray. Le meilleur d'entre nous. Non, vous êtes tous bons. Non, faut arrêter. Non. Vous êtes tous bons. Mais Gauthier Lebray, on n'a pas de nouvelles. Je vais lancer une alerte enlèvement incessamment sous peu. Gauthier Lebray, où est-il? Que fait-il? Il est 16h03. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Gauthier Lebray? A-t-il été appelé au gouvernement? Vous vous êtes écrit aujourd'hui, Cyril? Vous vous êtes écrit, Gauthier et vous, aujourd'hui? On ne s'est pas écrit, Gauthier Lebray et moi. Et aujourd'hui, si vous croisez Gauthier Lebray, sachez-le, n'agissez pas seul. N'agissez pas seul, n'intervenez pas. Voilà. Alors, il y a Jade qui est là, qui travaille avec nous. Jade, est-ce que vous savez où se trouve Gauthier Lebray? Quoi? Il dort? Non, sans rigoler. Il dort, il arrive. Apparemment, il était en sieste. Il s'est pas réveillé, Gauthier Lebray. Voilà. Est-ce qu'il y aura sanction, chef? Oui, non, il y aura sanction. Vous le saurez dans un instant. Voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas là. À 16h04, Gauthier Lebray n'est pas sur Europe 1. Que doit-on dire? Qu'est-ce que vous dites? Oui, on va l'appeler. C'est la première fois. Non, oui, c'est la première fois, mais ça sera certainement la dernière. Peut-être surmenage, peut-être qu'il a travaillé toute la nuit pour glaner des informations capitales. Aussi, bien sûr. Bon, on va parler de pas mal de choses avant d'appeler. Tiens, Gauthier Lebray, on l'appelle là? Oui. On appelle Gauthier Lebray, merci. En attendant, aujourd'hui, on va parler d'énormément de choses. Sachez-le, on va parler bien entendu de Nicolas Sarkozy. On va vous expliquer toute l'histoire. Vous allez nous dire si vous trouvez cette décision ubuesque ou pas. Pour moi, elle l'est. Sachez-le, elle l'est. Voilà. Quand on voit ce qui se passe pour certaines personnes, elle l'est. Voilà. On va parler de Éric Dupond-Moretti sur France Inter ce matin. Ah oui, Gauthier Lebray. Cyril Hanouna, vous me remettez? Je vous remets. Ça vous dérange pas que je vous appelle? Non, pas du tout. Je suis là dans 4 minutes, même pas. Mais vous étiez où? Un terrible concours de circonstances. On peut en parler? Non, mais on peut en parler. C'est louche. C'est quoi l'histoire? L'histoire, mais vous l'avez déjà dit, je vous ai entendu, vous l'avez déjà dit. Vous êtes endormi? Mais en fait, je vous expliquerai tout dans 3 minutes. Mais il y a un réveil qui a pas sonné. Non. Si, je vous jure, c'est une histoire comme ça. C'est une histoire comme ça. Et là, vous vous situez où actuellement? Vous vous situez où actuellement? Alors, actuellement, je suis devant France Télévisions et c'est Non. juste parce que je passe en taxi devant. Ah, vous êtes devant France Télévisions pour l'instant, donc vous n'êtes pas là tout de suite du tout. Vous êtes là dans quoi? 4-5 minutes? Oui, je dis 4 minutes, oui. D'accord, bon, vous inquiétez pas. De toutes les façons, j'ai déjà vu avec la comptabilité, on défacturera ça. Au prorata du temps de présence. C'est une règle de 3. Vous posez X, le salaire de Gauthier Lebray aujourd'hui. Vous mettez X pour 2 heures, combien ça faisait. Et on va voir pour combien ça fait. Pour 2 heures, on sait combien ça fait. Et X sera combien ça fait pour 1h55. On vous attend, Gauthier Lebray, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, mon chéri, quand même? J'ai été là, j'ai vécu 5 minutes là. Je peux vous dire quelque chose? Oui. Même en retard, même par téléphone, vous restez le meilleur. Oh, vous êtes un amour. Vous êtes un amour. Il vous manque, ça se voit, Cyril. Vous êtes avec un chauffeur là? Vous êtes avec un chauffeur? Oui. Pouvez me le passer? Monsieur, vous voulez parler à Cyril Hanouna ou pas? Non, il peut pas. Non, il veut pas vous parler. Ah merci, c'est ça. Il vous aime bien? Non. Il peut pas, en plus il y a la police derrière. Ah d'accord, il y a la police, d'accord. Passez-moi la police. Passez-moi la police. Arrêtez-vous, passez-moi la police. La police est derrière? Ah, il vous embrasse. Le chauffeur vous embrasse. Dites-lui que je l'embrasse aussi. Il écoute Europe 1, j'espère. Il vous embrasse aussi. Voilà, dites-lui que je l'embrasse aussi et qui m'amène Gauthier Lebray, dans les plus brefs délais. Sain et sauf. Voilà, vous embrassez le chauffeur et on vous attend, Gauthier. Bien entendu, sachez-le, il est 16h06. Si on vous voit pas à 16h12, on considérera votre participation à cette émission définitivement perdue. On vous embrasse, Gauthier Lebray. Merci d'avoir été là. Allez, appelez-nous 01 80 20 39 21. On va parler de Nicolas Sarkozy dans un instant. Juste avant, j'aurais qu'on parle de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est la star du gouvernement, bien entendu, et c'est vrai que tout le monde se demande, va-t-il rester ou pas? Eh bien, il se passe un truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut que Bruno Retailleau reste. Même Emmanuel Macron voudrait que Bruno Retailleau reste. Apparemment, ça s'est très bien passé à Mayotte avec Bruno Retailleau, et ils se sont assez bien entendus, je crois. Enfin, en tout cas, il aime bien son travail, il trouve qu'il travaille bien. Qu'il est efficace. Exactement, qu'il est efficace. Donc, Emmanuel Macron voudrait que Bruno Retailleau reste. François Bayrou voudrait que Bruno Retailleau reste.
Maintenant, est-ce que Bruno Retailleau va rester ministre de l'Intérieur? C'est la question. Ça ne dépend que de lui, en fait. Et il a posé ses conditions. exactement. Si ces conditions seront réunies par François Bayrou et Emmanuel Macron, si elles sont réunies, il restera. Si elles ne sont pas réunies, malheureusement, il quittera le gouvernement. Il y a peut-être 2 types de conditions, Cyril. D'accord. La première, c'est les politiques à mener, notamment sur le terrain migratoire. C'est-à-dire, il veut certainement avoir les coups des franches. Et la seconde, c'est l'architecture globale du gouvernement, que ça ne bascule pas trop à gauche. Et il y a aussi combien de LR à côté de Retailleau. C'est à peu près les 2 sujets, Cyril. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il n'y en a pas assez. Dans la liste qui a fuité, il n'y aurait pas assez de LR, puisqu'il n'y en avait que 3. Apparemment, ce ne serait pas assez pour Bruno Retailleau et pour les LR. Donc voilà, donc a priori, ils veulent qu'il reste, mais Bruno Retailleau attend il attend des conditions réunies, et des arbitrages, oui. Après, vous disiez, Olivier, coup des franches ou pas coup des franches. Oui. Malgré tout, quand il était avec Michel Barnier, déjà, M. Retailleau nous a montré qu'il pouvait faire des choses. Ça n'était pas que des effets d'annonce. Par exemple, sur les OQTF, sur les laissez-passer consulaires et tout ça, il est quand même assez efficace. Donc, moi, je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Et en plus, je pense que c'est un gros caillou dans la chaussure du RN. C'est-à-dire que s'il se montre efficace, je pense que forcément ça assèche le RN. Je suis allé chercher le score de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2007, où Nicolas Sarkozy avait totalement siphonné les voix de Jean-Marie Le Pen. Il était tombé à 10%, alors qu'il s'était qualifié en 2002 au second tour. Bien sûr, oui, c'était qualifié avec 15%. Le RN a très peur que Retailleau prenne l'espace. Alors après, si je peux me permettre, il est 16h09, on est sur Europe 1. Le RN, Jean-Marie Le Pen, il s'était qualifié avec 15%. L'année dernière, il a fait 10%. Aujourd'hui, le RN, dans les intentions de vote, est à entre 35 et 38. C'est vrai. Mais donc, même s'il perd de 5 points... ils sont toujours très très hauts. Si vous avez vu, Cyril, ce matin, matinal, Sonia Mabrouk, CNews, Sébastien Chenu charge Retailleau. Sur notre matinale, Laure Lavalette charge Retailleau. C'est-à-dire, il y a eu un petit plan comme ce matin. Oui, bien sûr. Ils savent que là, Bruno Retailleau, c'est le caillou dans la chaussure de beaucoup de monde actuellement. Parce que s'il obtient des résultats, là, concrètement, en fait, il assèche le RN. Ça va très vite devenir également le caillou dans la chaussure d'Édouard Philippe, parce que bon, c'est une vraie droite. Bruno Retailleau, c'est pas une droite molle, comme on dit. Ça va vite devenir le caillou dans la chaussure de Gabriel Attal. C'est très simple. Pour 2027, il reste une place. Marine Le Pen, même si elle perd 10 points, elle se qualifie. Exactement, elle se qualifie. Même si elle perd 10 points, ce qui serait quand même énorme. Sauf si elle est inéligible. Oui, mais ce sera Jordan Bardella, et Jordan fera pas beaucoup moins que, ou peut-être il fera pareil que Marine Le Pen, ou peut-être mieux, ou peut-être moins. Mais en tout cas, ils seront là. Ça sera pas, il fera pas 10%, Jordan. Donc Jordan fera entre 35 et 38 comme Marine. Trop tard. Voilà. Donc aujourd'hui, 2027, je vais vous dire. Le RN, il y sera. Voilà, Marine Le Pen, que ce soit Marine Le Pen ou il reste une place. Il reste une place. Donc la bataille, elle est simple. Elle est entre, on le sait, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, et s'il y a un nouvel entrant comme Bruno Retailleau, qui est très à droite, en fait, vous savez tous ce qu'ils espèrent. Ils espèrent tous un deuxième tour parce qu'ils se disent tous, nous, ce qu'on veut, c'est passer le deuxième tour. Donc même si on passe avec 18%, derrière, on gagnera contre Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà. Et la marge de qualification, elle peut être à 18. Exactement, bien sûr qu'elle peut être à 18. Ah oui. Elle peut être à 18. Il peut y avoir 2-3 gars à 15-16 et un gars à 18 et c'est lui qui passe. Donc voilà, aujourd'hui Mélenchon, il est à 10. On sait très bien que lors des derniers, des derniers jours, des dernières semaines, il monte toujours, il fait toujours ses 18-19. Voilà. Peut-être qu'il fera, même s'il fait 16, il fait 22 la dernière fois. Exactement, bien sûr. Il fait 22 la dernière fois. Gauthier Lebray, vous êtes de retour. Vous avez vu, on est tout de suite dans le bain. J'adore. Et est-ce que je dis des En fait, il faut dire un truc, dans cet immeuble, il y a beaucoup d'ascenseurs en panne. C'est insupportable. Donc j'ai failli prendre plus de temps avec les ascenseurs que le Uber. J'en ai tapé 3 étages. À pied. En l'espace de 45 secondes. Tu es jeune, Gauthier, tu as un bon cardio normalement. Je suis très cardio moi en plus. J'ai un excellent cardio. Non mais juste pour l'instant, vous voulez qu'on vous laisse reprendre votre souffle? Non, je vous en prie, c'est bon, je suis d'attaque. Non mais c'est vrai. Donc on parlait de 2027 puisqu'on parlait de Bruno Retailleau. Géraldine Maillet disait que c'est vrai que ce matin, 2 cadres du RN, Sébastien Chenu et Laure Lavalette, ont un petit peu gratiné Bruno Retailleau parce que Géraldine disait qu'elle pense que c'est un caillou dans la chaussure du RN. Moi, je pense que c'est, comme je disais,
Quand Nicolas Sarkozy, en 2007, il a siphonné le RN était à 15. Voilà, l'élection d'avant. Aujourd'hui, le RN, ils oscillent dans les différents sondages entre 35 et 38 au premier tour. Ils ont un matelas énorme. Même s'ils sont siphonnés, même s'ils terminent à 25, t'es au deuxième tour de la présidentielle. Donc, mais je suis d'accord avec Géraldine, il y a un député RN, je ne sais plus dans quel journal ce matin, qui disait... on ne peut pas laisser Bruno Retailleau tranquillement au ministère de l'Intérieur pendant 2 ans et demi. Ouais. C'est pas assez long pour avoir un mauvais bilan et c'est assez long par contre pour imprimer dans l'opinion, on l'a vu comme il l'a fait, en même pas 3 mois. Ouais. En 90 jours, il s'est imposé comme ça et il a fait une percée sondagière. Donc imaginez un peu si vous le laissez pour le RN, 2 ans et demi tranquillement, place Beauvau. Ouais. Donc oui, il y a un souhait, évidemment, qui ne le diront pas face caméra, mais il y a un souhait de voir Bruno Retailleau quitter le gouvernement pour le RN. Purement tactique en se disant si il arrive à avoir un bilan correct au bout de 2 ans et demi, bah voilà. Cyril, vous n'avez pas cité Gérald Darmanin parmi les prétendants par rapport à une place? Parce que je pense que Gérald Darmanin, et vous savez que j'adore Gérald Darmanin. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais je pense que Gérald Darmanin, il va avoir un moment, si c'est possible pour lui, s'il arrive à se frayer une place entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, et s'il voit que c'est pas possible pour lui, il soutiendra ou Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Je pense qu'il ira plus vers Édouard Philippe. Voilà. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. Voilà, donc il ira vers Édouard Philippe et je pense qu'il fera un ticket avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin, et ça sera certainement un ticket Édouard Philippe président, Gérald Darmanin Premier ministre. Il peut avoir la carrure d'un numéro 1 aussi, Darmanin. Il a quand même porté la carrure d'un numéro 1, mais je pense qu'il n'y a pas de place entre Attal, Édouard Philippe et Darmanin, et Gérald Darmanin. Il ne faut pas qu'ils soient tous les 3 sur la ligne de départ, sinon le second tour, vous pouvez oublier. Oui. Exactement. Et comme là, les autres ont pris un peu d'avance, après c'est long, faut voir. Mais je ne vois pas, Attal, il jettera jamais l'éponge, ça c'est sûr et certain. Alors là, je peux vous le dire. Jamais. Et je pense même qu'Attal va tous les manger. Va manger Édouard Philippe, je le pense. Ouais. Parce que je pense il a plus envie et que c'est un malin. Gabriel Attal, c'est un malin et je pense qu'il va tout faire pour éliminer Édouard Philippe et que, moi je vous le dis, aujourd'hui, je suis persuadé que si on faisait les élections aujourd'hui, sans Emmanuel Macron, je suis persuadé que c'est encore Emmanuel Macron qui gagne, donc c'est Gabriel Attal. Enfin, c'est Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Donc c'est exactement le même. On est reparti pour 5 ans de la même chose. Vous ne voyez pas un second tour Mélenchon, Marine Le Pen? Pas du tout, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Vous arrêtez les compteurs aujourd'hui. Le deuxième tour, ça va être Marine Le Pen ou contre Édouard Philippe ou Gabriel Attal, et c'est reparti. T'es reparti pour ces 5 ans la même chose. Ah, mais je vous le dis, aujourd'hui, t'arrêtes les compteurs comme ça, c'est ça. Et c'est l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Ils écrivent cette histoire parce qu'ils disent Marine Le Pen sera au deuxième tour, oui d'accord. C'est le syndrome de la dernière marche que le RN n'arrive jamais à monter. Exactement. Et là, le caillou dans leurs chaussures, il a un nom, c'est un mec qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est Bruno Retailleau. Donc ils se disent, si lui, il commence à monter et à marquer des points, lui on l'avait pas vu venir, lui il va nous embêter. Et j'ai une question à vous poser, qui est aujourd'hui le patron de la droite? Qui est le patron de la droite aujourd'hui? Justement, aujourd'hui le patron de la droite c'est Laurent Wauquiez. Ah oui, c'est Laurent Wauquiez aujourd'hui le patron de la droite, en vrai. Il n'est pas patron du parti. Le poste est vacant. Oui, mais le patron du parti, c'est le patron. Mais ça sera intéressant parce que ça va être un moment de clarification. Oui, c'est ça. Mais le patron de la droite aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Parce qu'il y aura un candidat de Laurent Wauquiez, il y aura vraisemblablement, si ce n'est pas lui, il y aura vraisemblablement un candidat de Bruno Retailleau. Donc, le moment où ils vont élire celui qui va succéder à Éric Ciotti, qui est parti sur le trottoir d'en face, parce qu'il a vraiment ouvert son QG hier, en face de l'ancien siège, du siège des LR, on comprendra qui tient le parti. Est-ce que c'est Wauquiez ou est-ce que c'est Retailleau? Il va y avoir un affrontement entre les deux, que ça soit eux-mêmes ou avec des proches. Exactement. Alors, là pour l'instant, les cadres du parti restent quand même fidèles à Laurent Wauquiez pour l'instant. Mais il y a eu, quand Laurent Wauquiez a voulu faire sortir les Républicains du gouvernement, il y a 10 jours, il y a eu en interne des tensions et une volonté de voir Retailleau rester. Donc on est en pleine bataille en fait. Après, il va y avoir une clarification, mais on est en pleine bataille. Ça va être très simple. Si Bruno Retailleau prend encore son envol, ça va être compliqué là Mais là, les deux hommes, il y a une accalmie parce qu'ils sont sur la même ligne. Exactement. Par rapport à François Bayrou. Bruno Retailleau a cité ce matin Laurent Wauquiez sur BFM avant d'aller rencontrer François Bayrou quand il a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour que les LR fassent partie de l'équipe gouvernementale de François Bayrou. Ils se sont... on a vu aussi un désaccord sur la loi immigration. Bruno Retailleau dit on peut l'abandonner. Laurent Wauquiez dit non, il faut la conserver. Mais là, par rapport à François Bayrou qui voudrait un tiers de ministres de gauche, ce qui est beaucoup trop pour la droite,
ils sont en adéquation, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. On est d'accord. Oui, Géraldine Maillet. Petite précision, messieurs, par rapport justement à l'association Retailleau-Wauquiez. Vous disiez hier qu'il n'y avait pas assez de ministres éventuels, on va dire LR au gouvernement. Est-ce que Laurent Wauquiez ne doit pas justement rentrer dans ce gouvernement, dans la mesure où justement il y a tout ce qui est sécurité, immigration, c'est Retailleau, et lui pourquoi ne s'occuperait-il pas du pouvoir d'achat, de l'économie, de Bercy, pour justement montrer que lui aussi il est l'homme de la situation. Non, c'est pas fait, mais sachez-le, c'est pour moi c'est indispensable. C'est indispensable que Laurent Wauquiez rentre au gouvernement pour eux. Ça, c'est sûr. Là, Laurent Wauquiez doit rentrer au gouvernement. S'ils doivent faire un coup de pression, c'est Laurent Wauquiez au gouvernement. Et il n'y a pas 50 000 gouvernements où il pourrait aller. La justice, il n'ira pas. C'est sûr et certain. Laurent Wauquiez n'ira pas. Imbougeable, donc il n'ira pas. Le seul endroit où il peut aller, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, comme grand ministère, c'est Bercy. Préoccupation française. Et comme il a un avantage. Vous savez, c'est comme en télévision, ça. Il faut toujours aller sur une case sinistrée. Là, aujourd'hui, le poste de ministre de l'économie, il est sinistré. Il n'y a pas de budget. Surtout qu'aujourd'hui, faire des économies. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même eu un ministre qui est très sympa, en plus Antoine Armand, on le connaît, il vient souvent nous voir ici, qui a dit « je vais augmenter les impôts ». Donc là, le mec qui va arriver et qui va dire « les mecs, non, je vais pas augmenter les impôts », déjà, même si ça fait rien, parce qu'en fait, je vais vous dire, au niveau, les mecs, il faut savoir un truc, au niveau sécurité, on peut faire des choses assez rapidement. Ça, c'est sûr. On l'a vu. Ça, c'est sûr. Au niveau immigration, on peut faire des choses assez rapidement. Ouais. En revanche, en économie, on sait comment ça se passe une entreprise. Vous n'avez pas de vision à 2 ans de l'entreprise. Vous n'allez pas pouvoir bouger les choses quoi qu'il arrive. Donc, s'il fait de bonnes annonces, le prochain ministre de l'économie, et qui dit « je vais faire ça, je vais essayer de faire ça », même si ça ne se voit pas tout de suite, ça sera au moins un changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais l'économie, c'est pas la sécurité, c'est pas l'immigration. Je vais vous dire, ça prend du temps. Aujourd'hui, on sait exactement quelle va être la situation de la France dans 6 mois. On n'a pas besoin d'attendre. Hein. On sait à peu près, on a une cartographie de ce que ça va être, et c'est pas terrible, exactement. Mais je vais vous dire, on sait très bien ce que ça va être dans 1 an à peu près. Donc, même s'il change, le bateau, il est tellement dur à bouger économiquement que je vais vous dire, ça va prendre. Pour changer la physionomie générale d'un pays économiquement, c'est 2 ans de travail. Vous avez vu Javier Milei? Bah oui, en Argentine. Bah ouais, non, parce qu'il a fait Afuera. Il a tout coupé à la tronçonneuse. Non, mais c'est les dépenses. Ouais. Donc ça lui a pris 1 an. La croissance est en train d'exploser en Argentine. Avec une explosion dans la pauvreté aussi. Non, mais Olivier d'Artigol, la pauvreté, elle est déjà là. Hein. Exactement. Oui, mais les retours qu'on a, c'est qu'il y a une pauvreté qui s'accentue. Et tu trouves que c'est pas le cas en France? Si, non, mais je n'oppose pas. Je dis que ça a des conséquences sociales aussi. C'est partout pareil. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a un truc qui se passe aussi, et qui va faire quand même, qui va poser problème. C'est que on nous annonçait Giorgia Meloni, ça va être une catastrophe en Italie. Ça va être dramatique. Post-fasciste, c'est catastrophique. Mussolini. Économiquement, ça va être un drame. On le voit, l'Italie est en train de devenir le pays d'Europe qui devient le plus hype. On va pas se mentir. Hein. Même à l'étranger. Hein, on le sait, et comme je vous l'ai dit hier, les États-Unis, leur point d'ancrage en Europe, ça va être l'Italie. On voit en Argentine, pareil. On nous avait dit, attention, ça va être catastrophique. Ce qui va se passer en Argentine, ça va être dramatique, ça va être un raz-de-marée. Vous allez voir, l'Argentine, c'est terminé. Ouais. On voit ce qui se passe en Argentine. Aujourd'hui, il y a énormément de gens, qui est fou, qui prennent l'Argentine en exemple. Alors qu'on nous disait, il y a 2 ans, vous allez voir ce qui va se passer en Argentine. Ça fait 2 exemples qui font qu'aujourd'hui, ça va poser problème à énormément de monde, Gauthier Lebret. Et maintenant, c'est Trump, c'est autour de Trump. Trump et Musk. Voilà. Donc on va voir. Alors, les gens qui critiquent Trump en France expliquent plutôt qu'il va nous mettre des taux douaniers tellement élevés que c'est nous qui allons trinquer plutôt que l'Amérique. Mais on avait dit aussi que lors de son premier mandat, que ça allait être une catastrophe aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est souvent la petite musique. Il y en a un pour lequel ça a été vrai. C'est Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, il a été chassé du Brésil. Mais lui, ça a été une catastrophe, notamment au moment du. Voilà, exactement, au moment du Covid. Mais force est de constater, Giorgia Meloni, c'est toujours pareil. On a l'impression que les 7 plaies d'Égypte vont s'abattre à chaque fois. C'est pas le cas. Giorgia Meloni, ça se passe plutôt bien. Il y avait un point d'interrogation sur sa maîtrise de l'immigration. Elle avait été critiquée à un moment donné en disant elle a été dépassée, puis elle a repris le contrôle. Économiquement, c'est un pays qui se porte mieux qu'avant. Et l'Argentine, 1 année pour transformer
toute l'économie d'un pays qui est en train de s'écrouler, une dette qui explosait, un déficit. Et là, il a totalement inversé la tendance. Ouais, totalement. C'est fou. Ouais. Donc en fait, le ministre de l'économie, s'il arrive, il peut faire une chose, parce qu'effectivement, il a peu de temps, il a 2 ans, et c'est vraiment pas un ministère dans lequel on va pour être populaire. Donc je suis pas sûr que ça plaise à Laurent Wauquiez sur le papier, mais c'est baisser, il peut l'être baisser les dépenses. Bah bien sûr. Baisser les dépenses. Baisser considérablement les prestations sociales. Il a une chance, Laurent Wauquiez, s'il y va. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a peu de temps pour agir, on a peu de temps pour aussi faire des conneries. Non mais c'est vrai. Donc il peut faire illusion pendant 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, enfin je sais même pas. C'est vrai que Bruno Le Maire, c'est la 7e année qui lui a été fatale. Bah exactement. Mais je vais vous dire, c'est comme avec votre meuf. Hein. Au début, vous faites illusion. Ah, c'est vrai, bah oui. Avec Cyril, un premier rendez-vous qui est quand même le budget 2025. Exactement. Parce que les lignes des uns et des autres, on les connaît par cœur. On en a parlé beaucoup ici. C'est un casse-tête. Donc là, je ne vois absolument pas comment l'équation entre le RN, le bloc central et ce qui peut rentrer si ce n'est socialiste, macroniste de gauche, pour mettre tout le monde d'accord. Là, je ne vois pas comment ça se passe, du tout. Et vous pensez que Laurent Wauquiez, tout de suite, s'il arrive à l'économie, il pourrait faire des choses tout de suite pour les classes moyennes, les TPE, les PME, tout ça? C'est ce qu'il va essayer de faire. Libérer après, un peu du pouvoir d'achat. Pour l'instant, c'est l'escure qui tient la... La meilleure chose à faire pour les TPE, pour les classes moyennes, baisser les impôts. Baisser les impôts, baisser les charges, baisser les charges. Baisser le coût du travail. C'est ça le secret. Et pour baisser tout ça, il faut baisser les dépenses. Exactement. Donc en fait, un ministre de l'économie et des finances de droite, libéral, qui assumerait ça, mais baisser les prestations sociales, forcément, après, il y a des familles qui ont moins d'aide. C'est ça le bout de la mesure. Donc il faut l'assumer. Et il faut dire, écoutez, il y a 850 milliards de prestations sociales, il y a les retraites, je sais, c'est la grande part de ces prestations sociales, mais je vais même vous dire, Laurent Wauquiez, pourquoi il est allé voir Michel Barnier, ensuite il a fait un 20h de TF1 pour annoncer la revalorisation des retraites au 1er janvier à moitié de l'inflation, alors que Michel Barnier ne voulait pas de revalorisation. Mais 3 milliards. Voilà, même ça, moi je trouve que ça pose question. Il y avait une revalorisation en mars dernier. Est-ce que c'est le moment de revaloriser? Je sais, c'est pas populaire du tout ce que je veux dire. Est-ce que c'est le moment de revaloriser les retraités alors que on veut faire des économies et on veut baisser les dépenses, et que les retraites c'est les premières dépenses des prestations sociales? Ça pose la question. Je suis désolé, ça pose une question. Alors quand vous dites ça, évidemment, là vous faites après attaquer tout de suite. Les gens ont cotisé tout au long de leur vie, et donc le fait que ce soit indexé à l'inflation, pour eux, c'est quelque chose qui relève de les retraités vivent mieux que les actifs aujourd'hui. C'est quand même une question. Oui. Que les retraités vivent mieux que les actifs. Moi, je trouve 9 millions de pauvres aussi dans le pays. Donc tout ça est très compliqué. Je trouve qu'il faut privilégier toujours les actifs à ceux qui ne le sont pas ou à ceux qui ne le sont plus. Voilà. Bravo pour ce que vous dites, Gauthier Lebray. Mais bon, moi, les retraites, c'est important, et je pense que... Bien sûr que c'est important. Ça, faut pas toucher. Après, faut essayer de trouver de l'argent ailleurs. Ah non, pas toucher. Je dis pas baisser. Bien sûr. Là, on parlait de la revalorisation. Exactement. Il y a Célia, du Languedoc, qui nous appelle. Allez, on a 1 minute avec Célia. Bonjour Célia, vous vouliez parler de Gabriel Attal, vous, parce qu'on parlait des différents candidats. Oui, bonjour Célia. Bonjour à tous, c'est Léa. Ah, Célia, parce qu'ils m'ont mis Célia. Non, mais c'est vraiment... Non. Oh, j'ai peut-être écorché mon propre prénom. Mais non, c'est pas de votre faute, c'est sûr. Bonjour à tous. Hein. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Non, j'étais un peu fâchée parce qu'on n'arrête pas de parler de Monsieur Attal, mais pour moi, il est terminé, quoi. Il ferait mieux de faire influenceur ou d'écrire un livre, comme ils font tous là, puisque c'est la mode. Il est bien mignon, mais il a bien prouvé qu'il n'avait pas une conviction politique avec des épaules très... Voilà. Quand on voit qu'il s'allie entre 2 tours, là, finalement, ça leur va plus. La démocratie, c'est à demi-part. On a toujours parlé, Monsieur Macron, au lieu de faire la dissolution, pour donner la parole au peuple. Ça fait quand même quelques années qu'on demande un référendum, par exemple, sur l'immigration. Ça aurait peut-être coûté moins cher, ça aurait sûrement fait moins de dégâts. Parce que là, on l'a renommé Monsieur Bayrou, qu'on va devoir virer dans 3 mois et qu'on va payer à vie une indemnité sur le cul des Français pour quelque chose d'inutile. Non, mais là, on n'en peut plus, sincèrement. On n'en peut plus, exactement. Donc moi, je veux bien proposer, j'ai une très bonne idée, les écolos, par exemple, avec les chauffeurs. Célia, vous allez nous en parler dans un instant de votre idée, puis on parlera de Nicolas Sarkozy aussi, de l'affaire des écoutes. On expliquera tout ça. Vous allez nous dire si vous trouvez que cette décision est tubuesque ou pas. Vous restez avec nous, Célia, sur Europe 1. Et puis, j'aimerais avoir d'autres auditeurs. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, on vous prend dans 2 minutes. Et Gauthier, vous allez nous expliquer tout ça, ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy. C'est incroyable, cette affaire. Incroyable. C'est inédit pour un président de la République. Inédit. D'avoir un bracelet. On en parle dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On vous attend. À tout de suite. Europe 1. 16h-18h, on
marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h-18h, on marche sur la tête et on va parler de Nicolas Sarkozy tout de suite, puisque c'est tombé aujourd'hui. Et voilà, Gauthier Lebray, est-ce que vous pouvez résumer pour nos auditeurs d'Europe 1 à 16h32 ce qui se passe? Alors, c'est une affaire que Nicolas Sarkozy conteste sur 2 volets. Premier volet... Alors déjà, on va rappeler l'affaire. Oui, c'est ça, mais en fait, tout part d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Et dans une conversation avec son ancien avocat Thierry Herzog, qui évidemment ne l'était plus en raison de cette affaire, puisqu'ils étaient jugés tous les deux, ils ne pouvaient pas évidemment défendre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy demande une faveur à faire au juge, au magistrat Azibert, en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt qui le concernait à l'époque. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'a rien eu pour l'affaire Bettencourt, il n'a pas été condamné du tout, au contraire. Et en fait, le premier volet, c'est qu'on n'écoute pas un client et son avocat. Donc si il n'y a pas d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat, il n'y a pas d'affaire déjà. C'est ça qui est fou. Et ensuite, sur le poste à Monaco qu'il donnerait à ce magistrat en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt. Il le formule dans une conversation, mais ensuite il n'a jamais parlé lui directement à ce magistrat, et il n'y a aucune preuve, justement, qui prouve qu'il est allé demander un poste à Monaco pour ce magistrat. Donc en fait, c'était une intention qu'il n'a pas réalisée. Exactement. On a une conversation, on formule une intention, mais on ne va pas au-delà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il comptait cette affaire sur 2 volets. Déjà, et qu'il va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si on n'écoute pas un client et son avocat, il n'y a pas d'affaire du tout. Tout ça part d'une écoute. Donc il n'y a pas d'affaire du tout si on n'écoute pas un client et son avocat. Ce qui peut paraître du bon sens. Maintenant, il faut une décision du juge pour écouter un avocat et un client. Ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, quand vous discutez avec des experts en droit, des magistrats, il y a toutes les chances que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour cette écoute entre un ancien président de la République et son avocat. Et ensuite, il n'est jamais allé au-delà de l'intention. Le contraire n'a pas été prouvé. Et là, on condamne une intention, l'envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas. Donc c'est pourquoi cette condamnation à 1 an de bracelet électronique, 1 an de prison, une première pour un ancien président de la République, pose question. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été très clair. 01 80 20 39 21, pour moi, c'est complètement incroyable. Incroyable, cette affaire. Franchement, c'est fou. Voilà, je vous le dis, c'est complètement dingue. Alors, il va passer il est convoqué dans moins d'un mois devant le JAP, le juge d'application des peines. Le JAP qui fixera les modalités de ce bracelet. 4 mois pour que ce soit effectif ou pas. Nicolas Sarkozy aura 70 ans en janvier prochain. Excusez-moi. Et donc en termes de, je vais aller plus fort. Vous êtes comment au niveau de le cardio va très bien. Oui. Mais donc il peut sans rentrer en détail, il peut ne pas porter ce bracelet. Bon, après, je trouve que sur écouter l'avocat, non, ça c'est pas possible. Je reviens à ce que dit Gauthier sur le premier volet. Sur le second volet, le droit, la justice juge l'intentionnalité, c'est-à-dire en termes de droit pur, là, juge l'intentionnalité puisqu'il a eu l'intention. Le juge prononce s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a rien. Mais c'est pour en décompte. Alors c'est illégal. Il n'y a rien. C'est illégal. Donc ça part d'un truc illégal. Non. Il y avait là, malheureusement, la France ne protégeait pas assez les clients et leurs avocats. Désormais, il faut une décision du juge pour écouter un client et un avocat, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui est complètement fou. Bien sûr. Secret. Le secret professionnel, la conversation secrète entre un avocat et un client pour établir une ligne de défense ou que sais-je, ça doit être sacré. Sacré. Donc, moi, je pense qu'il y a toutes les chances que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui pose problème, c'est qu'on connaît cette affaire et on voit aussi des décisions de justice sur des choses beaucoup plus graves. Exactement. Où la justice, la main qui tremble. Je suis complètement d'accord avec vous. Il se dit plutôt ça aujourd'hui en écoutant cette réforme. Complètement d'accord avec Olivier d'Artigol. Un stage de citoyenneté quand on dit qu'il faut brûler un prof. Exactement. Un stage de citoyenneté. Un stage de citoyenneté quand on veut brûler un prof, un proviseur en l'occurrence à Maurice Ravel, qui avait dit à une jeune élève, tu rentres pas dans mon lycée avec ton voile. Il a pris des dizaines de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Celui qui a fait ça, un stage de citoyenneté et 600 € d'amende étalée sur 10 mois. Voilà. Exactement. Nicolas Sarkozy, un bracelet électronique, 1 an de prison pour avoir dit quelque chose à son avocat qu'il n'a pas fait ensuite et alors qu'il était écouté avec son avocat. Ce pays est fou. On marche sur la tête. Voilà. Exactement. On marche, we walk on the head. Célia est avec nous sur Europe 1, vous nous appelez pour ça, 01 80 20 39 21. Moi je pense, j'ai une pensée, en tout cas j'apporte tout mon soutien, je le dis ici à Nicolas Sarkozy, voilà, parce que quoi qu'il arrive, vous savez, je vais vous dire,
comme je l'ai toujours dit, je fais pas de politique. Moi, j'ai des amis à droite, j'ai des amis à gauche, j'ai des amis, j'avais même des amis à l'extrême gauche. Ah oui, parce que Raquel Garrido était vraiment une amie, vraiment. Je vous dire, je l'adore et j'ai toujours un truc pour elle. Je l'aime beaucoup. Voilà, je le lis et je l'aimerais toujours beaucoup. Elle a été elle-même victime de la même extrême gauche. Exactement. Voilà. Mais moi, mes amis, je les soutiens dans tous les, dans toutes les situations. Et Nicolas Sarkozy reste mon ami. Et je trouve que c'est, pour moi, je dis pas ça même parce que c'est mon ami. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon. Je vous le jure que j'aurais dit exactement la même chose. Ouais. Mais vraiment. Mais là, parce qu'en plus, au-delà d'être votre ami, il y a nature à le soutenir. Exactement. C'est-à-dire que sur ces deux volets, l'intention et avant cela, cette conversation écoutée, il n'y a pas d'écoute d'une conversation entre un client et son avocat. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de première instance, d'appel, de cassation aujourd'hui. Il n'y a pas de tout ça. Je vous jure, c'est vraiment, on marche sur la tête, c'est incroyable. Vraiment. Et cette chasse aux sorcières aussi des hommes politiques, regardez, Marine Le Pen, mais même Jean-Luc Mélenchon, à un moment, c'est vrai qu'ils sont, je suis désolé, voilà, moi, je comprends tout à fait, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une impartialité totale ? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, moi, je fais confiance j'ai confiance en la justice et voilà, mais je me dis qu'il doit y avoir une impartialité. Mais alors, je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Ça me semble bizarre. Oui. Il a été jugé coupable de corruption et de trafic d'influence, mais évidemment, Gauthier, tu as raison. À partir du moment où on écoute un avocat et que tu n'as pas le droit d'écouter cet avocat... L'écoute téléphonique secrète, faut rappeler. Voilà, donc ça peut créer une jurisprudence catastrophique. L'écoute était légale, donc le problème, c'est ce pays qui ne sanctuarise pas une conversation entre un client et son avocat. Mais alors, tous les avocats devraient manifester, tous les avocats de France devraient être dehors et manifester. Ça avait choqué toute la profession. Et un silence assourdissant. Parce que Éric Dupond-Moretti s'était retrouvé dedans, etc. aussi, donc... Et deuxième chose, on parlera d'Éric Dupond-Moretti aussi dans un instant. Ah oui, non. Et deuxième chose, on a souvent tendance dans cette émission et aussi dans Touche pas à mon poste de parler de est-ce que la justice est idéologisée ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a le syndicat de la magistrature par exemple et extrême gauche ? Alors on nous dit mais non, mais pas du tout. Il y a une impartialité. Avec le mur des cons n'a pas existé. Voilà, il y a toute une série quand même d'événements qui moi je trouve sont problématiques. Voilà, c'est décision à Cour de cassation, mais sur du droit. Oui. Le problème, c'est qu'il y ait eu judiciarisation. Donc, le problème, c'est à la mort. Pour toi, Olivier, la justice n'est pas du tout politisée. Ah non, il peut y avoir des décisions. Non, il y a une politisation d'une partie des magistrats. Là, je ne dirais pas ça sur la Cour de cassation, qui elle dit le droit à partir d'un premier jugement. Oui, mais pour cette affaire en particulier, dès le départ, s'il y a une affaire, c'est parce qu'on a voulu se faire Sarkozy. Évidemment. Oui, bien sûr. Je ne te parle pas par rapport à son nouveau procès qui va avoir lieu en janvier par rapport au financement libyen. Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les relations entre Nicolas Sarkozy et les magistrats... Les petits pois. C'était pas simple. Donc évidemment qu'il y a volonté de se faire l'ancien président. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, on pense à ça, vous ? Les relations étaient telles que, vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui veulent se venger. Donc c'est malheureusement la nature humaine. Alors, il y a Célia qui est avec nous, du Languedoc. Célia, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Mais c'est un peu à l'image de la société d'aujourd'hui, comme le disait si bien M. D'Artigol et M. Hanouna, je le respecte beaucoup, mais avoir confiance à la justice au jour d'aujourd'hui, en 2025, malheureusement pour une majorité de Français, c'est plus possible. Parce que comme vous le dites si bien, on s'attaque très facilement aux hommes politiques, tout ce qui est affaires financières. Bon, on a bien compris qu'on avait une dette colossale, qu'il fallait taper sur qui on pouvait, que les gens non solvables, du coup, c'est moins intéressant. Donc c'est vrai que c'est assez pénible de voir cette justice. Pour moi, elle n'est pas du tout impartiale, malheureusement. Dans certains cas, elle l'est. Mais là, on voit bien que. Mais comme l'a dit Olivier. Aux États-Unis, en fait. Aux États-Unis, vous voyez, c'est un peu différent. Nous, on doit prouver notre culpabilité. Aux États-Unis, on doit prouver notre innocence. Vous êtes coupable directement. On a l'impression d'être un peu là-dedans, en fait. C'est sachant que je pensais qu'il y avait un secret professionnel entre un avocat et son client. Ce qui est fou, ça, Célia, quand même, parce que ça part quand même d'un truc qui est fou, qui est des coups de téléphonique. On voit bien qu'en fait, c'est tous des enfants qui essayent de se dire qui a la plus grosse, quoi, et qui va pouvoir rester le plus longtemps pour se faire le plus d'oseille sur la gueule des Français, sans conviction véridique pour le pays. Donc c'est vraiment, ça devient sincèrement très pénible, parce que sincèrement, on s'en sortirait mieux sans tous ces cons et ça nous coûterait beaucoup moins cher, si je puis me permettre. Non, mais si on écoutait, Cyril Hanouna, vos conversations avec votre avocat, par exemple, et qu'après quelqu'un s'en servait éventuellement pour vous nuire, parce qu'on peut tout dire à son avocat, en fait, c'est un espace de liberté, d'échange. Mais vous savez comment ça se passe ?
Donc on vous écoute, Oui. On fait une retranscription, il y a un juge qui vous poursuit en raison d'une écoute privée, et après c'est versé au dossier, et il y a quelqu'un qui balance tout le dossier à la presse. C'est toujours comme ça. Avec des Il n'y a aucun secret. Ah bah non, mais alors là, il n'y a aucun secret de l'instruction. C'est il y a problématique. toujours quelqu'un pour balancer quand vous êtes... Vous savez, il y a un truc qui m'a choqué, on parle parfois de lui. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Même chose, il est dans une affaire en ce moment. Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Il y a ces textos avec sa femme qui se sont retrouvés dans le complément d'enquête. Quelle horreur. Et ben moi je trouve ça dégueulasse. Mais quelle honte. Moi aussi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il a envoyé sa femme avec la compagnie familiale de bateau, et il lui demande comment ça se passe avec ses enfants, parce que lui il est à Paris et qu'il bosse tout l'été comme il est secrétaire général. On peut dire une chose, c'est quand on est à l'Élysée on bosse comme un chien, donc il bosse comme un fou, Alexis Kohler, et après le prix à payer c'est d'avoir des textos avec sa femme qui se retrouve dans le complément d'enquête sur le service public à 1 heure de grande écoute. Ben moi je trouve ça dégueulasse. Moi aussi, mais moi je suis d'accord avec lui. Dégueulasse, oui, c'est bien. Oui, excusez-moi, je me permets juste avec par rapport plaisir. au procès d'intention, puisqu'apparemment l'intentionnalité peut être jugée, mais il y a plein d'autres politiques qui ont bien l'intention de propager la haine et le communautarisme, et pourtant, eux, ils n'ont pas droit à être jugés, bien qu'on ne soit plus sur des intentions, mais clairement sur des faits. Donc ce 2 poids 2 mesures de gauche-droite aussi, ça devient très très pénible. Et votre discours de diabolisation, malheureusement, ça fonctionne de moins en moins. La preuve en est sur les résultats du RN. Exactement. Et puis Célia, aujourd'hui, on a le droit de dire, c'est vrai qu'on a le droit de dire qu'on défend des idées de gauche, mais pas des idées de droite. Hein. Exactement. Mais en fait, on est directement coupable d'être exactement, de droite. c'est ça. Voilà, et le problème, c'est que plus vous faites ça, la nature humaine c'est pas la peine de faire l'amour. Moi, mes parents étaient de gauche, c'est sûr. et je vote RN. C'est sûr. Mais bon, ils sont minoritaires par contre. C'est-à-dire qu'à Paris, ça fait bien. Maintenant, ils sont minoritaires. Voilà. Maintenant, Qui est minoritaire aujourd'hui, je pense que la France est plus à droite qu'à gauche. Vous savez pas sur quel sujet? Ah non. Mais non. 70% des Français ne voulaient pas de la réforme des retraites, par exemple. Mais ça n'a rien à voir. Ils veulent du pouvoir d'achat. Mais non, mais je vous parle, la France est plus à droite qu'à gauche aujourd'hui. Il n'y a pas un homme de droite qui veut plus de pouvoir d'achat. Électoralement, oui. Bah oui, voilà. Donc voilà. Après 40 ans de mais il y a gauche, plus d'hommes de droite qui ne veulent pas la réforme des retraites, qui veulent la réforme des retraites telle qu'elle est. Je vais vous dire, et en disant ça, la France est plus de droite que de gauche aujourd'hui. On a tout résumé même sur 2027. On a tout résumé sur 2027. La France est plus de droite que de gauche aujourd'hui. Et ça va en s'accentuant. Hein. Exactement. Mais, c'est pas, si on arrête les compteurs aujourd'hui, c'est pas la droite qui va passer. C'est ça qui est fou. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis que si on arrête les compteurs aujourd'hui, c'est ou Gabriel Attal ou Édouard Philippe, qui sont pour moi tout sauf de droite, qui vont passer. Alors Gabriel Attal, il n'est vraiment pas de droite. Pas du tout. Et Édouard Philippe, c'est la droite classique, molle. Oui, mais c'est la droite. Il n'a pas donné l'intention d'être avec le nouveau Front Populaire quand même. Oui, voilà. Tu rigoles, il vote communiste. Bah bien sûr. Il vote communiste face au RN. Bah bien sûr. Il vote communiste face au RN. C'est communiste face au RN. Donc arrêtez un peu. Et il le dit à la fête de l'UMA face à Fabien Roussel. Donc arrêtez. Non mais c'est bon. Quand t'es de droite comme et que tu votes communiste au second tour, franchement. C'est pas la droite communiste, hein. C'est la droite chamallow. Communiste, non? Communiste. Il avait dit communiste. Communiste. Il a raison. Communiste. Voilà. Donc aujourd'hui, bilan, parce qu'aujourd'hui vous arrêtez les compteurs, Gauthier, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas la droite qui passe. Donc en fait, là en fait, si on tire le fil de ce que vous dites, le problème c'est Marine Le Pen. Donc non, c'est pas le problème. C'est pas le problème, Marine Le Pen. Je pense que le problème, c'est qu'ils doivent s'organiser à droite. Au second tour, il y a qu'une personnalité de toute façon face à face. Oui, donc Marine Le Pen face à un mec de droite. Mais pourquoi Marine Le Pen n'arrive jamais à gagner? Bah oui, parce qu'elle est pas majoritaire dans le pays. Oui, mais parce qu'elle non, pas majoritaire. Parce qu'en face, elle a Macron. Pas majoritaire. Non, c'est pas parce qu'elle a Macron, elle aurait eu n'importe qui. Elle aurait pas gagné. Non, avec regardez aux dernières législatives, tous les voyants étaient au vert. Et voilà. Qu'est-ce qui a manqué au RN? Alors il y a évidemment le Front républicain, mais il n'y a pas que ça. Il y a un second tour, je suis désolé, il y a une mauvaise campagne de second tour du Rassemblement national, donc il y a une responsabilité aussi dans le mauvais choix des candidats. Donc quand la marche est trop haute, est-ce que c'est à cause... comment se fait-il si le terrain est plutôt propice à la victoire, c'est-à-dire que tout le monde croyait à la majorité absolue du RN? Non, pas moi. Très bien, mais tu avais vu le coup venir dès le soir de la dissolution. La majorité absolue, non. Majorité relative forte, oui, mais jamais majorité absolue. Oui, bon, ils n'ont même pas eu la majorité relative forte, donc tout le monde pensait que le RN s'imposerait de manière nettement plus conséquente. Oui, je me souviens que beaucoup de personnes que le Front républicain ne fonctionnerait pas comme il a fonctionné à plein tube. C'est vrai. À plein tube, il a fonctionné. Donc, c'est toujours pareil. Il y a plusieurs facteurs et il y a un facteur responsabilité du RN. Et est-ce que Marine Le Pen peut y arriver ou est-ce que ça sera toujours le plafond de verre? Est-ce que le nom Le Pen ne lui porte pas électoralement, il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national et il y a 22 millions de personnes qui ont souhaité que le Rassemblement national n'accède pas à Matignon. C'est une réalité électorale.
2 fois plus. Oui, il faut voir. Non, ça c'est le résultat. Oui, mais 11 millions d'un côté, 22 millions de l'autre. Après, le problème, c'est que les 22 millions de l'autre côté, ils viennent de partout. Ils sont jamais d'accord. Il n'y a pas de cohérence dans ces 22 millions. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, si ce n'est le fait de barrer la route au Rassemblement national. C'est pour ça que je vous dis, moi, qu'il est possible d'avoir 11 millions pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, et je pense qu'il peut y avoir 11 millions aujourd'hui pour un candidat de droite. Qui va siphonner ensemble, qui va siphonner Édouard Philippe et Gabriel Attal, et qui va aller chercher, qui va faire les LR aussi, voilà, donc et qui fera ses 20-25% au deuxième tour, et qui sera au deuxième tour face à Marine Le Pen, et qui deviendra président. Donc aujourd'hui, les LR, et peut-être qu'il faut monter un nouveau parti de droite, peut-être autour, et il faut qu'ils s'organisent, et il faut qu'ils y aillent, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, si ça continue comme ça, l'histoire est déjà écrite, c'est pas la peine. Mais question, Cyril, l'histoire est déjà écrite. C'est Marine Le Pen deuxième tour, mais dans votre Gabriel Attal ou Édouard Philippe deuxième tour, et c'est Gabriel Attal ou Édouard Philippe qui gagnent et qui sont présidents. Question, donc Cyril, on est reparti pour 5 ans de la même chose. Dans votre scénario, s'il y a la candidature, disons, je prends Retailleau, une droite affirmée, vous pensez que le centre de droite, Attal ou comme ou Édouard Philippe pour vous, ne contestera pas ce leadership? N'essaiera pas de faire quelque chose à côté? Mais si, ils vont contester ce leadership, mais il va les fumer. Il va les fumer, ils vont finir à 7, ils vont finir à 6-7, je te le dis. Ils vont remplacer les LR. Ils vont faire le score des LR. On le voit là. Il va les siphonner. En vous écoutant, ce n'est qu'une chose à chaque fois, une question de personnalité. Exactement. Voilà. C'est une question de personnalité. Les idées, elles sont là depuis longtemps. La droite, elle porte les mêmes idées, peu ou prou, depuis. Voilà. C'est une question de personnalité. Il manquait une personnalité à droite. La droite vient d'en découvrir une depuis 90 jours. Elle s'appelle Bruno Retailleau. Il faut qu'elle soit suffisamment intelligente pour se solidariser autour de lui, ne pas se diviser encore une fois dans la guerre des chefs qu'on a vu des dizaines de fois. Les exemples sont innombrables. Copé-Fillon, je vais pas faire la liste. Donc c'est ça maintenant le défi pour la droite, c'est de réussir à se solidariser autour de Bruno Retailleau. Et après, si vous avez trop de candidats sur la ligne de départ, c'est évidemment un Édouard Philippe, un Bruno Retailleau, un Gabriel Attal et tout. C'est le risque, c'est de baisser le ticket d'entrée, que Jean-Luc Mélenchon arrive à mobiliser ses troupes. Et c'est exactement le plan de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Complètement. Parce que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se disent, on peut gagner que si c'est Jean-Luc Mélenchon en face ou que si c'est Marine Le Pen en face. Et alors là, ça va être un moment de clarification. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour moi, le Rassemblement national est le premier parti de France. Pour moi, c'est le premier. Je sais, c'est le premier groupe parlementaire. C'est le premier groupe parlementaire, c'est le premier parti de France. Mais ça bloque à chaque fois au moment de breaker. Je suis désolé, ça a bloqué. Là, les législatives, je suis désolé. Toutes les planètes étaient alignées. Absolument. C'était vraiment, il y avait. C'était fait. C'était fait. Le plan Matignon. C'était fait. Même Emmanuel Macron pensait que c'était fait. Emmanuel Macron, c'était le plan d'Emmanuel Macron. Exactement. Il le dit à ses conseillers. Bien sûr. Ils veulent les clés du camion, on va voir. On va leur balancer les clés du camion. Oui, Géraldine. Alors très bien, vous dites qu'il y a une carte Bruno Retailleau. Parce que Bruno Retailleau, effectivement, on l'entend sur l'immigration, on l'entend sur la sécurité. Aujourd'hui, les Français sont impactés. Non, mais économiquement, sur les retraites. Il est très bon. Et sur les retraites, il dit quel âge alors? Est-ce qu'il dit comme Édouard Philippe, 67 ans? Bruno Retailleau, il n'est pas pour la retraite à 60 ans, ça je vous confirme. Donc, je vous dis, malgré tout, Édouard Philippe n'est pas non plus complètement à gauche au niveau des retrates. Donc Retailleau devra manifester. Ça se fait jamais sur la question des retraites présidentielles. Je sais que Valérie Benaïm et vous êtes fan de Édouard Philippe. Édouard Philippe, j'ai rien contre lui, mais Édouard Philippe, je vais vous dire, vous savez quoi? Édouard Philippe, c'est exactement la même chose. Il ne se passera rien. Croyez-moi, Édouard Philippe, quand je vous dis il ne se passera rien, il se passera rien, mais encore moins que rien. Ça veut dire que vraiment, Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Beaucoup. Son image reste positive dans les enquêtes de popularité. Elle reste assez haut. Ma mère aussi, son image est positive. Allez voter pour elle. Elle est beaucoup plus positive qu'Attal. Non, mais non. Attal est très positif. Mais les mecs, mais je vais vous dire, mais vous êtes fous quoi. Mais Édouard Philippe, on l'aime. En plus, j'aime bien Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe, c'est un jupéiste. Mais c'est Édouard Philippe. Un jupéiste n'a jamais changé quoi que ce soit. Mais bien sûr. Mais Édouard Philippe, c'est catastrophique. Les mecs, c'est où? Il y a un électrochoc, il y a un mec qui dit on va vraiment bouger les choses. Mais Édouard Philippe, les mecs, mais Édouard Philippe, Édouard Philippe, pourquoi pas Gérard Philippe? Merci. Bonne opinion sur IFOP, là il vient de tomber aujourd'hui. Édouard Philippe, 55% de bonne opinion. Barnier 52, François Ruffin 50, Castex 46, Cazeneuve 46, Roussel 46, Bayrou, Attal est à 46. Donc il leur met 10 points. Ouais.
C'est étonnant quand même. Malgré la retraite à 67 ans. Oui, Célia. Oui, excusez-moi, je vais vous laisser après. Juste pour revenir à Monsieur Attal, moi j'ai du mal à comprendre comment il pourrait être élu, étant donné que dès que Monsieur Barnier est arrivé en poste, il voulait tout l'inverse que les Français souhaitent, c'est-à-dire moins d'immigration, plus de sécurité. Il a tout de suite dit qu'il ne voulait pas de loi immigration sévère. Donc moi je veux bien à un moment donné, mais il faut que les Français sachent ce qu'ils veulent aussi et qu'ils soient concordants par rapport au changement. Parce que bon, Attal, je ne pense pas que ce soit mieux que Monsieur Édouard Philippe. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, c'est dire, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui on arrête les compteurs, c'est Édouard Philippe le président. Il y a des chances, malheureusement. C'est Édouard Philippe le président. Et donc en fait, je vous rappelle que c'était le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Voilà. Pendant la crise sanitaire. Il y a eu quelques erreurs. Les gilets jaunes. Pas pendant la crise sanitaire. Les gilets jaunes qui ne voient pas venir le mouvement des gilets jaunes. Bien sûr, oui. Ou qui est responsable aussi de cette création du mouvement des gilets jaunes, si ce n'est Édouard Philippe. Oui, personne ne va vu venir. Mais comment expliquez-vous sa popularité? Non, je parle en responsabilité politique. Je l'ai vu venir. Oui, je sais, avec les auditeurs et tout, bien sûr. Je l'ai vu venir. Mais en responsable politique, lui, pas plus que d'autres. Un chaouche comme moi. Non, mais c'est vrai. Un chaouche comme moi, je l'ai vu venir. Lui, pas plus que d'autres. Lui, il est Premier ministre. Les tauliers, là, ils l'ont pas vu venir. Les mecs, excusez-moi, un chaouche comme moi, je l'ai vu venir. Et eux, ils l'ont pas vu venir. Les mecs, c'est qu'il y a un problème, excusez-moi. Il y a les 60 km/h, il y a bien sûr comme ça. Il y a 80 km/h. 80 km/h. Et attends, oui, je vous inquiétez pas, je connais son palmarès. Mais je l'ai jamais rencontré, en plus, je le connais pas, il paraît qu'il est sympa, mais bon. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, les mecs, arrêtez. Bon, on va reparler de Nicolas Sarkozy. Merci Célia d'avoir été avec nous. Merci, passez de bonnes fêtes. Merci, vous êtes un amour. Allez, on continue à parler de Nicolas Sarkozy. C'est fou cette histoire. Nicolas Sarkozy, quand même les mecs. Franchement, Gauthier Lebray. Écoutez, moi je trouve étonnant une condamnation sur les deux volets. Déjà, cette affaire n'aurait pas dû exister, parce qu'il n'aurait pas dû y avoir d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Et ensuite, c'est quand même très particulier de condamner 1 an de prison une intention. Bien sûr. L'intention. Vous êtes dans une conversation privée, vous savez pas que vous êtes écouté, vous êtes avocat à votre avocat, vous formulez l'intention que vous ne réalisez pas ensuite. Il faut changer la loi alors. Mais oui, mais peut-être qu'il faut la changer. Qui veut braquer une banque, s'il a l'intention de braquer une banque, mais qui ne la braque pas, il est condamné pour son intention. Oui, alors, je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord. Alors, il faut voir les condamnations, les mecs, mais arrêtez de dire des conneries, d'articles. C'est l'intentionnalité. Mais les mecs, mais arrêtez de dire des bêtises. On entend des histoires où il y a des mecs qui n'ont pas eu l'intention de tuer, mais qui ont massacré un mec. Il dit non, mais c'est pas tout à fait ça. Il n'avait pas l'intention, c'était pas prémédité, etc. Et les mecs qui sont dehors. Arrêtez, les mecs, arrêtez. On ne fait que ça, commenter ça tous les soirs. Bien sûr, donc il faut arrêter. Des multirécidivistes dehors qui font des viols, des meurtres. Mais parfois, les mecs, on a arrêté des mecs avec des couteaux, trucs comme ça, qui avaient l'intention d'eux. Ils n'ont jamais été en prison. Et ça n'a pas été retenu. Oui, ils n'ont jamais été en prison. Non, mais c'est ça. Vous le savez. Les mecs qui avaient l'intention de faire un attentat. J'aimerais voir les peines à bracelet électronique sur les intentions. Qu'on me les sorte toutes. Qu'on les sorte toutes, exactement. Sur les intentions, j'aimerais bien les voir. Il n'y en aura pas, je pense. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Combien d'intentions j'ai l'intention de et tu le fais pas et on vient te chercher alors que tu étais dans une conversation privée avec ton avocat et tu te prends un an de bracelet électronique qu'on nous les apporte. Effectivement, ça doit être très maigre. Bien sûr. Ça doit être maigre. Ça doit être maigre. Ça doit être maigre comme de la dinde. Une tranche de dinde maigre. Donc, la France va être condamnée. Et franchement, si la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir écouté un ancien président, Nicolas Sarkozy, il a bien raison. Droits de l'homme. Il a bien raison. Moi, je pense qu'il va gagner. Il a fait un très long tweet, Nicolas Sarkozy, pour dire qu'il n'accepterait pas l'injustice. Ouais. Non, mais vraiment. Il sera intéressant de voir comment justement et son parti, son ancien parti, et le président Macron vont se comporter justement par rapport à cette annonce, par rapport à lui. Puisque mais je sais voir que la réaction politique. Ouais. Est-ce qu'il sera encore un homme fréquentable ou infréquentable? Est-ce que les gens sont courageux aujourd'hui politiquement? Est-ce que tu penses que les gens sont courageux? Alors là, je pense que Emmanuel Macron ne lâchera pas Nicolas Sarkozy. Moi je vous le dis, Emmanuel Macron ne lâchera pas. Emmanuel Macron, je vais vous dire, il lâche pas Alexis Corler. Il a pas lâché. Il lâche pas les gens. Je vais vous dire un truc, même petit aparté, petite parenthèse. Vous savez que même sur Depardieu, on a dit oui, Emmanuel Macron, hypothèque Depardieu, etc. Emmanuel Macron n'a jamais vu Gérard Depardieu de sa vie. Non mais je vous le dis. Donc vous croyez pas qu'il va lâcher Nicolas Sarkozy mais je suis sûr que non. Alors s'il a un bracelet électronique, il pourra plus venir pendant un an si le bracelet électronique est porté. Alors il peut y avoir une remise de 6 mois. Pas Emmanuel Macron. Voilà. Donc s'il peut pas être là parce qu'il a un bracelet électronique, évidemment. Mais vous verrez, dès qu'il n'y a pas de bracelet avant ou après,
il l'invitera à toutes les cérémonies où la présence de l'ancien chef de l'État est demandée. On en parle dans un instant de tout ça. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. On vous attend. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1. On réagit bien entendu à Nicolas Sarkozy, définitivement condamné à 1 an sous bracelet. Bon, alors vraiment, nous, c'est quand même. On trouve ça complètement fou. Hein. Excusez-moi. Ce qui est fou, c'est. Alors, il y a Gauthier Lebray qui est avec nous, il y a Dertigol qui est là. Bonjour à tous. Il y a j'allais dire Valérie Benaïm. C'est pareil. Ah non, oui, Géraldine Maillet et Fabien Lecoeur. On en reparle dans un instant, Gauthier Lebray. Bien sûr. J'aimerais quand même qu'on se détende un petit peu. Ça fait du bien. Avec l'homme. Bien sûr, qui nous distrait tous les jours sur Europe 1 Mais évidemment. à 17h03 avec ses infos un petit peu people, ça va nous faire du bien. Et pendant ce temps-là, vous nous appelez 01 80 20 39 21 et on va parler de Nicolas Sarkozy juste après. C'est vrai que moi, tout le monde m'écrit. Tout le monde m'écrit. Ah oui, là-dessus. Tout le monde m'écrit là-dessus. C'est incroyable. Tout le monde se dit, on marche sur la tête. Oui, Fabien Lecoeur. Alors, dites-nous tout. Allez, Vous allez nous parler de Laurent Voulzy. Oui, dont c'est l'anniversaire J'ai aujourd'hui. laissé dans une mandarine elle est magnifique. Laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine, un morceau de mon cœur et une voile planquée sous le vent tropical. C'était votre chanson préférée, Cyril, Non, de pas Laurent du tout. Voulzy? Moi, j'aimais bien Les Nuits sans Kim Wilde. Ah, les nuits sans Kim Wilde, bien sûr. Un clip torride. Mais oui. Par accident. Moi, j'adore. Ouais. Donc 76 ans On va en aujourd'hui. mettre d'autres de Laurent Voulzy. Et c'est marrant parce qu'on n'imagine pas 76 ans. Non, pas celle-là, je la déteste. Ah ouais. Merci. Ça va. Ah oui, c'est beau ça. Pouvoir des fleurs. Les Nuits sans Kim Wilde. Système. Ah ouais. On dit que tout le monde sème le soleil. Il avait écrit cette chanson pour Bernard Montiel. Quand vient la fin de l'été. Elle est incroyable. Ah ouais, une Là, reprise. c'était c'est Jérôme. Ouais, voilà. on a tous vécu ça surtout. Ah Une ouais. fille d'avril Attends, aussi. On peut l'écouter un peu ça là. Alors se quitter, peut-être pour toujours. Toujours pour toujours. Oublier cette plage et nos baisers. Ah, c'était beau. Ah ouais, je peux vous dire. Ça rappelle des trucs à Gauthier Lebray, ça. Un désir avec Véronique Jeannot. Ah ouais, j'adore. Le premier, c'est il y a bien un sûr. million d'exemplaires. Le deuxième, c'est souffrir. Et une belle histoire d'amour. Ouais, mais je préfère Désir. J'espère que l'info est bonne, parce qu'on a passé toute la discographie de Laurent Voulzy. Ouais, finalement. Franchement. C'est vrai. Il va vraiment bien, que l'info est bonne. je précise. Ah ouais, il a que 76 ans aujourd'hui. Ouais, bah, c'est important, mais Voilà. Mais il a fait une révélation là cette semaine en même temps, dans la semaine de son anniversaire, parce que vous savez qu'il avait, avant de passer quelques semaines à la fac d'Assas à Paris, en mai 68, il a été élève d'un internat à Vitry-sur-Seine. Et vous saviez qui était son pion, son surveillant? Non, c'était qui? Michel Chevalet. Non. Et oui, le futur journaliste scientifique que tout le monde adore, évidemment. Ah ouais. Et c'était son pion. Il était très sympa. Et pendant les heures de garde, comme ça, ou d'heures de colle, il leur racontait toutes les histoires, l'homme qui a marché sur la Lune, etc. Il est extraordinaire, Michel. Il est formidable. Ouais. Et c'est un génie, le mec. J'adore Michel Et donc, Chevalet. il a gardé ce très bon souvenir de Michel Chevalet comme pion dans ce lycée à Vitry-sur-Seine. Est-ce que l'info méritait toute même. la discographie de Laurent Voulzy? Oui, bah oui, un anniversaire. Pour moi, c'est oui. Large, Évidemment. largement. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous citez un nom chez un artiste et vous avez envie d'écouter sa discographie. Bah, c'est là que vous êtes une star. Vous êtes déjà dans le Panthéon. Bah, évidemment, il a raison. Évidemment. Ça Il a pas représente quand même Véronique Jeannot. plaisir. Bravo. Mon troisième fait souffrir. Ah, il chante bien, hein, Fabien. Merci Fabien. D'autres choses? Oui, je vais vous parler. Alors pour Gauthier Lebray, j'ai fait l'inventaire du patrimoine de François Bayrou qui a été communiqué. On n'en a jamais parlé encore dans cette émission. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Alors il a. Allez-y, parce que vu qu'il va pas rester très longtemps, Ouais, Oui, voilà ce que vous annoncez. Alors, d'abord, il a un il est appartement. sur les côtes de François Bayrou. Non, beaucoup. Ah oui, eh oui. Regardez Alors, le fil Twitter de il a un Gauthier. bah, c'est l'actualité. C'est- Excusez-moi, tout le monde parle Beaucoup. du début compliqué de François Bayrou à Matillon. Il n'y a pas Non, que Gauthier. son départ. Gauthier. Ouais, c'est normal. Alors, il a un appartement dans le 7e arrondissement évalué à
40 000 euros. Quoi, dans le 7e? Dans le 7e arrondissement. C'est un petit appartement. Alors, 440 000 euros dans le 7e, à mon avis, ça doit faire 25 mètres carrés. Oui. Alors ensuite, il a une ferme, évidemment, à 450 000 euros, qui se trouve à Bordère, là où il est né d'ailleurs. Ferme familiale. Voilà, il élève des juments toujours, faut le savoir. Je crois qu'il élève des jumeaux, je me suis dit. Non, des juments. Et vous savez que c'est une occupation à plein temps, parce que entre avril et octobre, les juments sont en chaleur. Donc il ne faut pas l'avoir, c'est comme quand il y a un conseil municipal à Pau, il va partir. Hein. Oui, c'est un peu ça. Et alors, donc il faut trouver à ce moment-là, il faut lui trouver un étalon, évidemment. Donc c'est tout un travail, ce qu'on ne savait pas. Quand on a une ferme, justement, avec des élevages de juments, c'est un vrai travail. C'est dans le patrimoine, ça, ou c'est vous qui débordez? Non, j'explique ce que c'est quand on a des juments. Voilà, parce qu'il y a tout un comportement précopulatoire, on va dire, avec les talons, parce qu'il faut d'abord qu'ils flirtent, etc. Ça vous passionne, ça vous passionne. Mais évidemment, les histoires d'amour, ça nous passionne toujours. Oui, bien sûr. Évidemment, voilà. Donc, voilà pour son Au passage, je trouve ça n'importe quoi. De devoir... La transparence, ah ouais, je trouve ça n'importe quoi. Parce que ça tue la vocation politique. Aujourd'hui, tu as un jeune qui est talentueux, il n'a pas du tout envie d'aller en politique, notamment pour ça. Oui, mais si tu deviens beaucoup plus riche grâce à ton mandat, parce que justement personne ne devient beaucoup plus riche grâce à ton mandat. Ce que tu fais, ça n'existe pas. Mais c'est plafonné. Mais justement, moi, tu veux que je te dise, je pense que les politiques ne sont pas assez payés globalement. Alors ça, je dis ça. Alors là, je vais passer, ça va être horrible. Mais parce que pourquoi les meilleurs vont dans le privé? Parce que t'as pas envie de t'emmerder à devoir déclarer le nombre de saillies par jour, la moindre petite voiture que tu as. Voilà, t'as pas envie d'avoir Mediapart qui va venir te laminer ensuite parce que t'as oublié de déclarer 50 centimes. La transparence de la vie publique, je ne suis pas du tout pour. Gauthier, il faut rajouter quand même dans le planning de notre nouveau Premier ministre, il appelle entre 4 et 5 fois par jour Babette, sa épouse. Ah tiens, en parlant d'appel, l'histoire d'Anne Hidalgo, elle est incroyable. Ah oui. Elle est folle cette histoire. Elle n'avait pas surveillé le forfait. Mais c'est énorme, elle a eu 30 000 euros de téléphone. C'est énorme. Non, mais elle est incroyable l'histoire. Payée par Gauthier Lebret. Vous savez que ça va être. Vous pouvez rappeler cette histoire pour nos auditeurs. Je la prends. On l'a pas dans les fiches, c'était pas prévu. Ne vous emmerdez pas. Mais vous avez donné l'info. Mais tous ces comptes vont être. Toutes ces notes de frais vont être épluchées là. Parce qu'en fait, elle a fait une note de frais de 30 000 euros pour. Elle ne regarde pas son forfait, ce qu'on fait tous quand on part à l'étranger. Il faut enlever donner à l'étranger. Donc on le fait tous. On se renseigne pour pas après se faire. Elle ne l'a pas fait. Donc elle a passé là-bas un certain nombre de jours. Elle revient 30 000. Je rappelle que ce voyage à Haïti a posé problème aussi. Parce qu'on lui a payé l'aller mais pas le retour parce qu'après elle est allée voir sa fille. Il fallait qu'elle aille voir des épreuves pour les futurs JO que finalement elle n'est jamais allée voir. Les futurs JO. Et enfin, rien que le voyage a posé problème. Donc là, on est sur la facture de téléphone, mais il y avait déjà toute une polémique sur. On se demandait est-ce qu'on lui a pas payé le billet à aller pour la vraie raison pour aller voir sa fille qui était là-bas à ce moment-là. Donc tu aimes bien cette transparence, Gauthier, là, de savoir ça. Joli. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais quand même, on est plus sa facture téléphonique. Mais ça n'a. Tant mieux. Attendez, excusez-moi, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas des. Là, on parle de notes de frais. Fabien, tu nous as fait quoi? Tu nous as fait le patrimoine. J'en ai rien à faire de savoir ce que Anne Hidalgo avait avant de devenir maire de Paris. Ah bon? Et si tu t'aperçois qu'elle a beaucoup plus à la fin de son mandat? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Personne ne s'enrichit avec la politique. Si tu veux vraiment t'enrichir, tu vas dans le privé. Qui ont été condamnés pour ça. Oui, évidemment. Alors s'il y a des tournements de fonds publics ou que sais-je, tu peux le savoir que s'il y a une transparence. Non, pas en amont. Qu'est-ce que tu en as à faire de savoir ce que Pérou a on regarde le patrimoine à la fin. Et si on trouve qu'il y a eu un enrichissement indu, on cherche pour voir s'il y a conflit d'intérêts. Olivier, je suis d'accord avec vous. Expliquez à Gauthier qui visiblement ne comprend pas. Mais il est contre le principe. Après, il y a un argument qu'il donne qui est juste, c'est que ça peut tuer des vocations. Il y a des gens qui n'ont pas envie que tout ça soit étalé. Explique à Géraldine qui comprend pas. Il y a les deux. Je vais vous dire, moi je pense que la vérité, je pense qu'il y a des gens aussi qui s'en foutent totalement, qui disent oui, j'ai réussi alors. J'ai réussi, je veux devenir peut-être président de la République ou ministre ou Premier ministre, ça arrive. Et alors, quel est le problème? Quel est le problème? Tu sais que pour les parlementaires, comment ça ne vous gêne pas, vous, Cyril? Moi, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Vous, la transparence, ça vous gêne pas? Mais non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas, Gauthier. Et moi, ça ne me dérangerait pas. Parce qu'on est encore dans une culture, contrairement aux États-Unis, où quelqu'un qui a fait de l'argent, on trouve que c'est suspect, que c'est un peu sale, que voilà. Et voilà, il y a ça qui est derrière. Et donc, il y a des gens qui, pour les parlementaires, il faut aller voir en préfecture. Il y a quand même des gens qui vont en préfecture pour aller voir le patrimoine
de leurs députés ou sénateurs. Mais voilà. Il y a quelque chose qui est un peu malsain, quoi. Évidemment. Oui, mais hier, on parlait justement des grands patrons qui pouvaient éventuellement donner un coup de main à la vie politique française. Moi, ça me dérangerait pas, par exemple, qu'un Niel ou qu'un, je sais pas, Leclerc s'occupe de, je sais pas, de l'économie française et qu'on connaisse absolument son patrimoine et qu'on soit au contraire admiratif de ce qu'il a réussi à construire. C'est pas du tout l'esprit français, hein. Mais alors pas du tout. On a le droit de changer. Hein. Oui, on a le droit de changer 66 millions de personnes, changer un esprit de fond sur la réussite. Voilà, donc c'est tellement français. On n'aime pas la réussite, donc on n'aime pas quand quelqu'un a réussi et que nous on n'a pas réussi. Donc excuse-moi. Aux États-Unis, c'est quand il y a quelqu'un qui a une belle voiture, on se demande comment il a fait. En France, on lui demande comment lui voler. Ouais, c'est sûr. Si je fais un gros trait. Donc, je suis pas d'accord avec vous. Alors moi, je pense que les Français ont beaucoup changé sur ça. Et je vais vous dire, moi, je vais donner mon expérience personnelle. Et je vais parler de mon expérience personnelle. Et je voudrais remercier. Il y a franchement tous les gens. Vraiment, et la plupart des gens savent que je l'ai toujours dit. Voilà, je suis très heureux et j'ai la chance de bien gagner ma vie. Voilà, je l'ai toujours dit, je suis très heureux et comme j'ai dit, je paye des impôts et ça me va très bien. Voilà, et tout me va très bien. Mais les gens n'ont aucune haine par rapport à ma réussite, ou au fait que je dise, qu'ils sachent que je gagne bien ma vie. Franchement, c'est un peu différent pour les politiques. Mais aucune haine. Et je vais vous dire ce qui se passe aussi. Les gens me disent souvent, Cyril, au contraire, on est heureux parce que ça nous donne de l'espoir, parce qu'on sait que t'étais pas, jusqu'à 30 ans, vous le savez, moi jusqu'à 30 ans et plus, même, je gagnais 700 € par mois. Et c'est vrai, hein, je vous le dis. Ça me laisse rêver. 700 € par mois, même jusqu'à 30-32 ans, 700 € par mois, et c'est vrai. Et d'ailleurs, Fabien Lecoeuf, même j'en suis témoin. Exactement, bah oui, c'était mon producteur. Je vous ai fait votre première fiche de paye. Exactement, et ça c'était après. Déjà, je commençais à gagner mieux, plus que j'étais avec lui. Je crois que j'étais à 1100 €. 1100 €. Et vous avez augmenté, Cyril Non, 1100 € par mois. Et c'est vrai que les gens, au contraire, me disent, c'est incroyable, parce que jusqu'à 32-33 ans, et au contraire, les gens se disent, ça nous donne de l'espoir. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est ce que je ressens à chaque fois quand je discute avec des auditeurs, des téléspectateurs. Donc ça, c'est vrai que Gauthier, pareil, moi, avec les acteurs qui sont très bien payés. Mais c'est un profil différent à la politique. Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Par contre, la suspicion sur le politique, elle existe toujours. Et il y a en effet un problème de rémunération. C'est vrai que c'est ultra minoritaire de dire ça. Il y a un problème de rémunération des ministres, des députés, etc. par rapport à d'autres pays. Tu ne fais que ça. Parce que tout simplement, tu as des personnes qui, pour ce type de rémunération, préfèrent aller dans le privé et faire 4, 5, 6 fois plus. Et t'as pas de vie. Donc... Bruno Retailleau, vous croyez qu'il a une vie en ce moment? Alors bien sûr, il n'est pas surpayé. Quand on dit ça avec un SMIC à 1004 et 9 millions de pauvres dans le pays, c'est inaudible, totalement. C'est sûr. Oui, mais c'est des profils qui, s'ils allaient dans le privé, pour certains d'entre eux, je parle pas de la France insoumise, à mon avis, il y en a peu là-dedans qui est privé compatible et qui tiendrait 2 heures, mais qui serait rentable. Mais les profils auxquels je pense, s'ils allaient dans le privé, ils gagneraient beaucoup plus. Mais M. Retailleau ne veut pas aller dans le privé, même s'il gagne 10 fois plus. Il veut un destin. Bruno Retailleau. C'est la dernière chose qui attire en politique. Exactement. C'est la volonté de changer le pays. C'est un des seuls que j'ai rencontré avec. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que lui, il a un truc. Il est habité. Il est ancré. Il est enraciné. Exactement. Et son truc, c'est vraiment la France. Comme je dis, lui, il se lève un peu comme moi tous les jours pour le bleu, le blanc, le rouge. Non, mais c'est vrai. Il veut aider les Français. Il vous parle de ça. Je le dis parce qu'il y a eu des reportages, notamment, je crois, dans Paris Match. Il vous parle aussi de sa ferme dès que vous allez le voir. Moi aussi, je l'ai vu dans son bureau au ministère de l'Intérieur. Il fait tout le temps. Il y a une cheminée qui est toujours en activité. Et voilà, c'est un homme. Vous savez quoi, j'ai même des personnes qui ont des échanges avec lui. Et à chaque fois, il finit par vraiment, il est toujours en train de dire, j'espère ne pas décevoir les Français, je vais essayer de faire le mieux pour ne pas les décevoir sur ce que je vais faire là au ministère de l'Intérieur. C'est tout un esprit. Oui, c'est vrai. C'est un esprit. Mentalité. C'est un esprit, exactement. Oui, c'est fou. Oui, non, vous sentez qu'il est là pour servir l'intérêt général et pour coller à la volonté populaire et pour réconcilier les Français avec la politique entre le dire et le faire. Il veut faire coller les deux. Le dire et le faire, ce qui n'a pas souvent été fait ces derniers temps. On va parler de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, et on vous prend en ligne sur Europe 1, bien entendu. Il y a Benjamin qui est avec nous, qui voudrait réagir sur la décision et la condamnation à 1 an sous bracelet de Nicolas Sarkozy. Il va faire appel auprès de la Cour européenne, et moi, je mets une petite pièce qui va gagner.
Je mets une petite pièce qui va gagner, Nicolas Sarkozy. Je mets un billet. Eh ben, allez-y, une pièce plus un billet, ça va faire un petit peu d'argent. Généralement, quand on place son argent avec vous, visiblement, vu que vous étiez à 30 ans, ça réussit plutôt, quoi. Écoutez, là, j'étais en train de me dire, Fabien Lecoeuvre, vous payez, et maintenant, c'est vous qui payez Fabien Lecoeuvre. C'est un peu ça. Oui, mais c'est le sens de la vie. C'est le merveilleux de la vie, d'ailleurs. Et un jour, vous me paierez. Oula. Faudra beaucoup d'argent. J'espère cher. Eh oui, Gauthier Lebray. Eh oui. Allez, Benjamin est avec nous sur Europe 1. Benjamin, 35 ans du centre. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous, Benjamin. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Merci d'être là. Ça va. Alors déjà, je voulais vous dire, je vous adore, je vous suis depuis France 4. Ah bah merci. J'ai vu toutes vos émissions, même votre beat sur The Cover. Bon, ça arrive. Hein. Ah oui, j'ai eu très peur. Vous vous rappelez, The Cover, c'était incroyable. C'était une émission, franchement. Et merci Benjamin. Parce L'œuf ou la poule aussi, j'avais adoré. Ah mais ça me touche beaucoup. Je m'en souviens de celle-là. C'est vrai que l'œuf ou la poule, qui a marché très bien. C'était bien ça. Ouais, ça a bien marché. Ça marchait super bien. Vous êtes un amour, Benjamin. Merci. La grosse rigolade aussi, j'aimerais bien revoir. La grosse rigolade, ça va revenir. Ah, c'était exceptionnel. Ça va revenir. Benjamin, je vous donne un petit scoop, la grosse rigolade va revenir. Ah super, je suis content. Et vous savez quoi, je vous inviterai dans le public. Vous me laisserez vos coordonnées. Avec grand plaisir. Allez, avec plaisir. J'en parlais tout à l'heure avec mon chef. En plus, je parlais de votre émission parce que je l'écoute tous les jours dans la voiture. Merci. Vous faites quoi, commercial dans quoi, Benjamin ? Alors moi je mets à disposition des machines avec du lessiviel pour nettoyer des pièces dans l'aéronautique, automobile, etc. quoi. Magnifique, vous êtes heureux, tout va bien, vous avez des enfants, vous êtes mariés ? Oui, deux enfants, on se marie cet été. Ah magnifique, je peux peut-être faire l'animation. Voilà. Avec grand plaisir. Franchement, je peux vous envoyer Benjamin Castaldi sinon. Ça fera deux Benjamin quand même. Je vais venir avec Benji, je vais venir avec Benjamin Castaldi, on ira tous les deux. On va vous faire l'animation du mariage. Benjamin, avec grand plaisir. Alors vous voulez réagir à la condamnation de Nicolas Sarkozy ? Alors moi je me pose en fait une seule question, la question est la suivante, c'est est-ce que la justice est vraiment impartiale ? Moi je vois Marine Le Pen, je vois Nicolas Sarkozy, et là on parle des bassines à Sainte-Soline. Moi, quand je vois le résultat, ce qui se passe avec les bassines à Sainte-Soline, je me dis c'est un peu craché au visage des policiers qui en ont pris plein la tête par les antifas. C'est ça, oui. Et donc, quand on met tout bout à bout, en fait, être de droite, aujourd'hui, c'est mettre un pied à l'échafaud. Ah mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué. Je vais vous dire la vérité, Benjamin. Moi, je pense aussi que C8, il y a énormément de gens qui disent oui, ils sont plutôt à droite, etc. En plus, c'est ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous le dis, on a plus de représentants vraiment avérés de gauche, par exemple, dans mon émission, que de mecs avérés de droite. Le seul qui dit qu'il est de droite, vraiment, c'est Jean-Michel Maire. Oui. Alors que, c'est vrai, c'est le seul. Ouais. Mais je pense que, vous savez quoi, cette petite musique aussi a fait que la décision de C8 a été celle qu'on connaît sur C8. Oui. Ah oui, mais après, moi, je prends par exemple toutes les émissions, si vous ressortez tous les rushs, etc. À une époque, même Gilles Verdez, on se posait la question s'il n'était pas centriste un peu de droite quand il n'arrêtait pas de dire « j'ai mal à ma faim ». Oui, bien sûr, exactement. On se posait la question. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on l'entend parler... Parfois, c'est très, très, très difficile à supporter. Alors, Guignolé ou Guignolé, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est encore plus insupportable. Mais après, c'est bien, d'ailleurs, c'est dans votre émission, et même Pascal Praud et Jean-Marc Morandini, j'ai envie de dire, où on a un peu tous les discours, que ce soit de droite ou de gauche, parce que il suffit de prendre le quotidien, eux, ils n'auront jamais... des gens de droite, dans tous les cas. C'est sûr. Que ça va aller, voilà. Oui, non, c'est sûr. Et eux, ils vont continuer surtout. C'est sûr. Mais eux, ils ont le droit. Mais eux, ils ont le droit. Ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit. Même les marques. Ils ont le droit de porter des marques. Ils ont le droit de tout faire. Ils ont la carte. Exactement. Ils n'ont pas la carte, ils ont tout le livret de famille. Oui, ça c'est sûr. Donc, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, alors moi je trouve cette décision complètement folle. Excusez-moi, quand on connaît l'affaire. En politique, parce que je fais un peu de politique. Alors justement, alors dites-nous, parce qu'il y a Jean-Michel Apathy, là, Benjamin, sinon qui va nous dire oui, j'ai retrouvé le Jean-Michel Apathy, s'il se souvient de moi, je l'avais même laissé passer à l'époque à Bordeaux. Ah oui, pourquoi vous l'aviez laissé passer? Je faisais partie de la sécurité justement lors d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Oui. Quand il y avait Alain Juppé, etc. Et je l'avais laissé passer, Jean-Michel Apathy, très imbu de sa personne. C'est dans la vie aussi. Je croyais que c'était que à l'antenne. Ah oui, non, très imbu de sa personne, c'est. Moi, malheureusement, j'ai jamais croisé certains. Moi, malheureusement, je l'ai jamais croisé. Voilà.
Quel dommage. Moi, j'ai croisé lui, j'ai croisé Benjamin Duhamel, très pareil, très imbu de sa personne. Hein. Mais moi, j'ai jamais croisé Jean-Michel Apathy. Écoutez, peut-être qu'un jour. Je peux vous le dire. Hein. Ce que vous avez à l'image à la télé, c'est exactement la même chose dans le réel. C'est très intéressant de voir comment les gens se comportent. Bien sûr. Dans la vraie vie, au-delà quand ils sont sortis de l'écran. C'est très dans un restaurant, dans les transports, absolument. Dans des ça en dit beaucoup. Exactement, dans des jacuzzis au Cap d'Agde. Non, mais c'est vrai. Dans les transports, Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre. Personne n'est souriant dans les transports. Quoi? Géraldine disait dans les transports. Il y a des personnalités qu'on peut croiser. J'en ai eu dans le cadre de différents postes que j'ai occupés où j'ai croisé certaines personnalités qui sont très agréables, très gentilles, avec qui on peut vraiment rigoler. Et il y en a d'autres, ils nous regardent de haut. Bien sûr. Alors, il y a une arrogance telle que c'est insupportable. C'est insupportable. Mais il y en a vraiment qui se la racontent, je vous le dis. C'est vrai. Il y en a qui se la racontent, on va pas se mentir. C'est fou. Oui, puis il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Ils font croire qu'ils aiment les gens en studio, en émission, etc. Mais dès qu'ils sont sortis, le contact aux autres les indiffère totalement. Ils n'ont aucune empathie, aucune compassion, aucun intérêt pour l'autre. Moi, j'ai quelques noms. Oui, j'ai quelques noms, mais bon. Donnez-les ça. D'Artigol. Mais c'est pareil en politique. Les gens voient la sincérité d'un homme politique. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé à côté de Marie-Georges Buffet. Ouais. Mais je peux vous dire que Marie-Georges Buffet, elle avait un contact humain direct et super. Quoi qu'on pense des sports. Quoi qu'on pense de son activité politique, etc. Mais elle aimait réellement les gens. Dommage qu'elle soit partie chez moi. Je connais des responsables politiques qui doivent beaucoup souffrir parce qu'ils n'aiment pas les gens. Oui, merci. Ils doivent souffrir. Hein. Il n'arrête pas de nous parler de Marie-Georges Buffet à chaque fois. Il a travaillé avec elle. Elle a beaucoup compté pour moi. Je sais, vous. Je vois que ce soit des macronistes ou même des personnes de la NFP, j'englobe un peu tout ça, qui pensent uniquement à leur siège de député plutôt qu'à la France. Et ça, on le voit tous les jours, mais dans différentes circonscriptions encore aujourd'hui. Merci Benjamin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. Et je vous embrasse fort Benjamin et on se voit vite sur la grosse rigolade. Je vous embrasse. 01 80 20 39 21, vous nous appelez concernant Nicolas Sarkozy ou autre. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler pour autre chose, vous n'hésitez pas. Le standard est ouvert. On est là, on est sur Europe 1, on est là jusqu'à 18h. On est bien. Il y a Gauthier Lebray, il y a Olivier d'Artigol, il y a Géraldine Maillet, il y a mon ami Fabien Lecoeuvre qui va faire une dernière demi-heure d'émission, je pense incroyable. Non Comment vous le sentez? Très bonne. Et on aura un cadeau dans un instant. Le jeu, le plus beau Noël. Le jeu est top. J'adore, c'est un de mes jeux préférés. J'ai deux jeux préférés, ça et l'hypoglouton. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 à 17h39. On est en direct et il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21 pour nous parler de Nicolas Sarkozy. On rappelle l'affaire et on rappelle le verdict pour les auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1. Gauthier Lebray. Président de la République, ancien président de la République, a été condamné donc définitivement dans cette affaire qui est un peu, on parle de pacte de corruption parce qu'il a été écouté dans ses conversations avec son ancien avocat Thierry Herzog, et dans cette conversation il dit à son avocat faut qu'on demande des informations sur l'affaire Bettencourt au juge Azibert et en échange il faudra qu'il ait un poste à Monaco. Problème, on écoute un homme, un client, un ancien président de la République qui plus est, et son avocat. À l'époque, il n'y avait même pas besoin de demander une décision au juge. Donc déjà, ça pose un énorme problème. Nicolas Sarkozy va saisir la Cour européenne des droits de l'homme et la France pourrait être condamnée. Il n'y a pas à écouter un client et son avocat. Le secret entre la conversation d'un client et un avocat doit être protégé. Et ensuite, il est condamné donc à 1 an de prison ferme qui va se transformer en bracelet électronique pour une intention. Il a formulé une intention de trouver un poste à Monaco à ce juge et il n'a jamais rencontré ce juge, il ne lui a jamais parlé et il n'a jamais essayé de décrocher ce poste à Monaco. Donc vous êtes condamné pour une intention que vous n'avez jamais mise à exécution. Voilà. Et pour cela, il va porter un bracelet électronique pendant 1 an. Alors on verra s'il y a un aménagement. Olivier disait à l'instant que c'est possible. On verra. Il doit rencontrer dans même pas 30 jours le juge d'application des peines pour poser ce bracelet électronique et en définir les modalités. Oui, c'est incroyable. En tout cas, appelez-nous 01 80 20 39 21. On a Thomas en ligne, Thomas de Seine-et-Marne. Bonjour Thomas. Très cher Cyril, comment vas-tu? Thomas, je suis heureux de vous avoir au téléphone. Merci d'être avec nous Thomas. Merci, on s'est croisés il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous me remettez, j'étais à côté d'un certain Guillaume Janton sur le plateau. Bien sûr, je m'en rappelle très bien, mais bien sûr Thomas. Thomas, vous étiez incroyable, on a rigolé. Avec la sœur de Guillaume Janton.
classeur de... Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous sur le plateau de TPMP? J'ai passé un excellent moment. Vous êtes toujours dans l'immobilier, mon Thomas? Toujours dans l'immobilier? Toujours dans l'immobilier. J'ai un petit projet télé, on s'en reparlera. Avec plaisir. Vous m'en reparlerez. Thomas de Son, vous allez revenir nous voir. Vous allez refaire l'émission avec nous. Avec grand plaisir. Et je m'excuse auprès de Fabien, parce que je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai fait la bise, je croyais qu'on se connaissait. Non, mais pas, oui, tout le monde croit qu'il le connaît, vous savez, on a tous croisé un Playmobil. Merci. Merci. Je m'en étais pas rendu compte alors. Merci. Dites-moi, Thomas, vous vouliez réagir sur ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy? Quelle ambiance dans ces émissions, en tout cas. Oui, mon Thomas. Alors pour vous, c'est quoi pour vous ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy? Moi, je suis assez catastrophé, choqué, scandalisé. Alors, je pourrais utiliser d'autres termes, mais c'est vraiment un véritable acharnement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je fais souvent un parallèle entre Nicolas Sarkozy et vous-même, Cyril. Merci. Vous savez, c'est un ami et je l'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'était le meilleur président de la République, de la 5e République. D'ailleurs, je trouve que mon portefeuille ne s'est jamais aussi bien porté en 2008. Ah oui. Alors, PTZ, prêt à taux zéro, en parlant d'immobilier, défiscalisation des heures sup, etc. Et donc, il y a vraiment un acharnement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. On veut l'empêcher de nuire, entre guillemets, façon de parler, par tous les moyens. Il y a un acharnement judiciaire. Alors, pour rappel, dès le 6 janvier, il sera jugé dans une autre affaire majeure, celle des soupçons de financement libyen. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, en fait, on écoute la conversation entre un client et son avocat. On va le condamner sur base de cette fameuse intentionnalité. Donc, je ne sais pas, franchement, en France, on a beau rigoler, passer du bon temps dans vos émissions, mais franchement, on marche vraiment sur la tête. On se demande où on va. Il y a une justice à deux vitesses. Vous avez deux pauvres policiers qui, je pense il y a quelques semaines, se sont fait tabasser, littéralement tabasser. Mais ça, alors, exactement. Mais je suis sûr que les mecs vont être dehors très vite. Alors que Nicolas Sarkozy, ils sont dehors. Ils sont en contrôle judiciaire, voilà, mais donc ils sont pris en liberté. Mais ça me rend fou, fou. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est absolument incroyable. Ça me rend dingue. Il y a 3 suspects qui ont été placés en détention provisoire dans l'affaire de l'agression des 2 policiers. Oui. 3 suspects qui ont été placés en détention provisoire. Oui, en détention provisoire, on va voir ce qui va se passer. D'accord, je pensais peut-être avec d'autres affaires. Autant pour moi, Guillaume. Bon, Thomas, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Avec grand plaisir, à très bientôt. Merci. On a Samuel en ligne, Samuel de Paris. Salut Samuel. Oui, bonjour. Oui, ça va bien Samuel? Ça va très bien. Je suis ravi d'être là. Je vous aime tous. Vous êtes exceptionnels. Merci. Merci pour tout. Non, mais c'est moi qui vous remercie de nous appeler. Gentil, Samuel. Vous appelez Samuel, pas du tout. Non, c'est la vérité. C'est extraordinaire le bien que vous faites aux gens. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le minimisent. Alors, Samuel, je vais vous dire la vérité. Pour moi, c'est vous qui me faites du bien. Et c'est grâce à vous qu'on est là. Sachez-le. Parce que si vous n'étiez pas derrière nous, et derrière moi, et derrière les équipes, je peux vous dire que ça ferait longtemps qu'on aurait valsé, comme on dit. Et c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le public qui est avec nous. On va pas se mentir. Tout le monde essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, Samuel. Tout le monde essaie, Mais qu'est-ce qui fait qu'on tient aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'on est encore là? Et que on a encore un poids? C'est le public. C'est le public et c'est vous. Donc le plus important, c'est vous. Croyez-moi, Samuel. Mais vous savez, Cyril, je vais vous dire quelque chose. Vous avez toujours dit ça. Toujours. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit. Mais je le pense. Et sincèrement, je suis un peu ému dans ma voix, mais. Voilà. Samuel, je vais vous dire la vérité. Et je pense qu'ils sont tous témoins ici. Je vous le jure que moi, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est vraiment le public. Vous me verrez jamais dans une soirée en train de cirer les pompes de tel ou tel dirigeant de chaîne ou de radio ou vraiment jamais de la vie. Vous me verrez jamais faire des déjeuners, même mine de rien, avec des dirigeants. Ça m'arrive vraiment peut-être une fois tous les 2 ans. Je préfère déjeuner avec mes potes d'enfance ou des modes. Mais vraiment, et ce qui compte pour moi, la seule chose qui compte, c'est le public. Je vous dis, c'est le public. Mais vraiment, je le pense vraiment. Et aujourd'hui plus que jamais, parce que chaque jour, je le sais, ce qui fait
qu'aujourd'hui on est encore là et on a encore une place voilà, pour exprimer nos opinions et écouter les opinions des différents publics qui nous regardent ou en télévision ou en radio, qui nous écoutent en radio, eh bien c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous regarder, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut encore exister. Parce que sinon, le je peux vous dire, vous protège, ça ferait exactement, ça ferait très longtemps qu'on serait plus là, croyez-moi. Merci tout le monde. Et je vous jure, Samuel, Vraiment. et il y en a beaucoup qui voudraient qu'on disparaisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Géraldine. Oui. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que, justement, Samuel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonjour, Géraldine. Bonjour. En fait, c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec Thomas tout à l'heure. Thomas vous a comparé à Nicolas Sarkozy. Alors moi, je comprends très bien qu'on adhère à Nicolas Sarkozy et que ce soit même votre ami. Mais le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, à un moment donné, les gens n'ont plus voté pour lui. Quand il est face à Hollande ou même à la primaire de la droite, les gens se sont un peu retournés. Tout le monde peut se tromper. Oui, mais en attendant, il n'a pas été réélu. Oui, ça s'est passé à la chose. Oui, mais il n'a pas été réélu, voilà, pour ce. Voilà. Et ensuite, à la primaire de la droite, il a été balayé. Alors que vous, pour le moment, Cyril, le public continue à vous regarder Adhère. en abondance. C'est quand même une différence. Mais je vais vous dire, pour moi. Et le public est encore plus nombreux. Et je pense aussi que c'est grâce à tous ces gens qui essaient de nous éteindre, qui fait que je connais les Français détestent ça. Les Français détestent ça, et c'est pour ça, je pense aussi que aujourd'hui, les gens sont encore plus nombreux à écouter mes émissions ou à les regarder, plus nombreux qu'avant, parce que je pense aussi que ça les énerve. Ça les énerve. Quand j'avais commencé TPMP il y a 7 ans, je me souviens que quand on faisait des montants à 1,5, 1,6, 1,7, c'était la folie absolue. Exactement, ouais. On n'avait jamais vu ça. On se disait, ouais, c'est un lundi énorme et tout ça. Et aujourd'hui, parfois, on annonce des 2,5. Quand on fait aujourd'hui, déjà, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait. On a fait moins d'1 million. On n'a pas fait moins de 2 millions. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand on voit 2 millions, on dit ah ouais, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est tous les soirs. Mais vous vous rendez pas compte, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Et c'est vrai que c'est grâce à vous. Merci. Donc c'est moi qui vous remercie, Samuel. Merci beaucoup. Non, mais Samuel. c'est exceptionnel. Si je peux juste réagir sur. Bien sûr, avec plaisir. C'est pour ça qu'on vous a pris. C'est ça, je vous remercie en tout cas. Je trouve que ça soulève des questions, ça soulève une question très très grave et très très importante, c'est cette décision de justice, si vous voulez, puisque c'est l'état de droit. C'est la confidentialité entre un avocat et son client. Et ça, c'est grave. C'est des dérives. On va aller très loin, ça laisse la porte ouverte à d'autres choses. Et en fait, c'est un petit peu comme la décision de l'Arcom. Si je peux revenir là-dessus, j'ai une chance extraordinaire aujourd'hui, j'y étais aujourd'hui. Et je vous ai vu, j'ai pris une photo avec vous. C'est vrai, Samuel. Alors, dites-moi quand. Je suis sûr que je me souviens de vous. Oui. J'ai pris une photo avec vous. Je vous ai même dit qu'il y a plus de 20 ans, vous étiez chez moi à Courcelles. Ah bah bien sûr. C'est bon. Je vois très bien qui vous êtes. Vous êtes. Eh ben merci en tout cas. Et oui, avec plaisir. J'ai la vidéo, on l'a gardée, ça nous a fait rire parce que je vous ai donné ma veste. Vous étiez monté à l'appartement à Courcelles et ça c'était exceptionnel. Et vous êtes toujours le même, de cette gentillesse qui renie. Comme vous avez dit à l'émission, et c'est la vérité, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de bien, l'équipe, et peu importe je suis pas d'accord avec certaines personnes, etc. Peu importe, on est là pour vous écouter, pour passer un bon moment. Et moi, j'ai pris ma journée de travail. Ça me fait plaisir. Et merci Samuel, vraiment merci beaucoup. Parce que c'est important. Merci beaucoup Samuel. Moi, sincèrement, je finis juste là-dessus. Je vais pas vous prendre tout ce temps. Je sais que c'est précieux. Mais merci déjà de m'avoir pris en ligne. Mais vraiment, je rentre chez moi, j'allume la télé juste pour cette émission, pour vous regarder. Mais vraiment, c'est tout. Je l'éteins, je vais dormir parce que le lendemain je travaille tôt. Ça me fait tellement plaisir. C'est ça ma vie. Voilà. Non mais c'est vraiment, je vous le dis, et je voyais, que vous préférez ça. Hein. J'ai vu tout à l'heure, je suis passé au rassemblement qui a été organisé par Radouane, qui est incroyable, qui est exceptionnel. Et c'est vrai que j'ai vu tous les gens. Et moi, c'était juste pour aller serrer la main des personnes qui étaient venues, parce qu'ils se sont déplacés. C'était juste par courtoisie pour eux et parce que j'avais envie de les rencontrer. Je suis allé leur serrer la main et leur dire un petit mot. Et c'est vrai que ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, de vous croiser, Samuel, tout à l'heure. Moi aussi, et j'y retournerai encore je suis allé sur le plateau une fois avec ma maman, et j'adorerais vous voir un jour, vraiment ça serait extraordinaire. Avec plaisir, on va organiser ça un jour, Samuel, avec plaisir. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup Samuel, merci, je vous fais un gros bisou, merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel. On a un autre auditeur, alors c'est Aloïs, c'est ça Aloïs. Oui, bonjour. Bonjour Aloïs. Oui, c'est ça, Aloïs. Oui, Aloïs, bonjour. C'est joli. Oui, j'adore. Elle vient d'Auvergne, Aloïs. C'est la première fois que vous nous appelez. C'est la première fois que vous nous appelez. Oui, c'est la première fois. Eh ben merci Aloïs de nous appeler sur Europe 1. Vous nous écoutez depuis longtemps ?
Alors moi j'écoute très souvent les émissions de Pascal Praud. Ah oui, très bien. Et depuis quelques temps, et ce que vous disiez tout à l'heure est véritablement vrai, c'est que j'écoute aussi vos émissions parce qu'on parle vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Ah ben merci Aloïs, ça me touche beaucoup. Et merci d'être un nouvel auditeur d'On marche sur la tête en tout cas. Aloïs voulait réagir sur Nicolas Sarkozy et vous êtes un petit peu sur la même lignée que moi. Hein. Oui, c'est ça, totalement. Totalement, parce que je considère qu'il y a une forme d'acharnement, un acharnement médiatique, politique, judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Alors, au nom de ses convictions, très certainement. Et ce que je trouve dommage, c'est aussi que dans ce procès, on ne retienne pas le caractère tout de même personnel de l'affaire. On vient écouter le téléphone d'un ancien président de la République, qui est quand même un personnage encore très important dans le pays. Donc je considère que c'est totalement injuste. Et évidemment, je suis extrêmement peiné par cette décision de justice que je trouve totalement injuste. Non mais c'est vraiment, je vous dis, moi ça me fait de la peine pour la France. Vraiment, je vous jure. Et vous avez vu Nicolas Sarkozy qu'il a dit dans son tweet, il a dit je vais donc saisir la Cour européenne. Et il a dit, le seul truc, ça sera triste de condamner la France. Condamner son pays. Ouais, exactement. C'est ce qui le rend triste, c'est de faire condamner son pays s'il gagne. Et cette phrase, elle est extrêmement forte dans le tweet de Nicolas Sarkozy, Gauthier Lebray. Absolument, mais malheureusement, la France n'a pas su protéger le secret qui devrait être inviolé entre un client et son avocat. S'il n'y a pas cette écoute, il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier puisqu'il ne l'a pas fait. Donc, aller trouver ce poste pour ce juge à Monaco, il ne l'a pas fait. Donc, tout part d'une écoute. À l'époque, il ne faut pas demander au juge d'écouter quand même un client et son avocat, ce qui paraît fou. Aujourd'hui, ça a été changé. Mais voilà, donc il n'y a plus qu'une étape pour Nicolas Sarkozy, c'est la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Exactement. Et la France a toutes les chances ou les risques, c'est selon, d'être condamnée. Exactement. Oui. Voilà. Merci Aloïs d'avoir été avec nous sur Europe. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire peut-être ? Tout simplement que vous avez totalement raison de ce point de vue-là. Et on entend aussi et on voit dans les interventions de Nicolas Sarkozy qu'il a toujours l'intérêt de la France, l'intérêt général au cœur. Et que je reprendrai tout simplement les mots de soutien. Les mots de soutien de Max Brisson, le sénateur qui s'est exprimé sur le média d'un de vos confrères et qui lui a adressé tout son soutien. Donc, il n'y a pas beaucoup de LR. Il y a Laurent Wauquiez qui a pris la parole sur Twitter pour soutenir Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que globalement, les LR pourraient sans doute monter plus au créneau pour soutenir l'ancien président. Je suis assez d'accord, comme d'habitude. Bien d'accord avec vous. Comme d'habitude, et ça me rend fou, moi. Ça c'est incroyable. Parce que la dernière fois que les LR ont été à l'Élysée, c'est Nicolas Sarkozy. Il y en a beaucoup qui se sont trouvés ministres grâce à lui. Et pour notre parti. Et pour eux, exactement. Merci Aloïs d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et merci d'être un nouvel auditeur d'On marche sur la tête. On vous attend demain. Avec plaisir. On sera là demain, vous inquiétez pas, 16h, 18h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. D'Artigol. Merci Le Cœur. Je vous passe appel par vos noms de famille, c'est comme à l'école. Merci, bien entendu. Merci Gauthier. Je suis obligé. C'est le préféré, même s'il arrive en retard. Allez, tout de suite, c'est Laurence Ferrari avec Punchline sur CNews et Europe 1. Merci à tous.